Bonjour et bienvenue au nom du groupe Les Échos. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est le premier congrès des DAF. Nous avons pensé que dans une époque troublée comme celle que nous vivons actuellement, il n'y a pas de fonction plus importante dans une entreprise que celle du DAF, qui voit comment évolue l'entreprise et qui envisage son développement et ses problèmes à venir. C'est lui qui est le point clé. Et c'est pour ça que nous avons eu cette idée-là. Je voudrais remercier Agnès Bricard et l'Ordre des experts comptables, grâce à qui nous avons pu faire ça, ainsi que l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais passer la parole à Agnès. Et je suis sûr que ce débat, animé par nos amis, sera très intéressant pour nous tous. Agnès. Bravo, Monsieur le Président. Merci. En tant que présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, nous sommes donc 19 000. J'ai un peu cassé ma voix, ça c'est vrai. Et 19 000 experts comptables, on est présent dans 2,2 millions d'entreprises. Et nous faisons 10 milliards de chiffre d'affaires sur un marché de conseil de 100 milliards. Et donc si aujourd'hui nous avons décidé d'être présents à côté de vous, Monsieur le Président, avec les Échos, c'est parce que nous savons qu'avec un diplôme unique qui s'appelle le diplôme d'expert comptable, nous avons aussi bien les libéraux, les 19 000, que ceux qui sont dans les entreprises. Et c'est pour ça, ceux qui sont là, qui sont en entreprise, nous vous remercions. Parce qu'il y a aussi Jérôme Haas qui est avec nous, en tant que président de l'autorité des normes comptables, de vous dire que nous vous remercions de maintenir à ce niveau d'exigence ce droit comptable, là où justement les comptes annuels sont attendus dans leur fiabilité, leur exactitude, par l'ensemble des utilisateurs, que ce soit des banquiers, des assureurs crédits, que ce soit des salariés et bien sûr des actionnaires. C'est à ce titre-là que nous avons souhaité être présents, les libéraux, à côté justement des entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Merci, Monsieur le Président. Merci Francis. Merci Francis Morel, merci Agnès Bricard pour cet accueil et pour cette initiative permettant effectivement à nos amis directeurs administratifs et financiers de se retrouver, de constituer une sorte de communauté professionnelle pour partager leurs points de vue, leurs expériences, leurs préoccupations aussi, on l'imagine. Nous allons passer un peu plus d'une heure et demie maintenant à faire le point justement sur ce monde en mutation et sur l'évolution du rôle des directions financières dans le cadre des entreprises qui sont confrontées justement à cette situation. Une petite entrée en matière avec deux experts en macroéconomie qu'on est ravis d'avoir avec nous. On va faire un point effectivement sur ce qui se passe autour des entreprises au sein desquelles vous travaillez, avec Éric Orsena, donc l'un des écrivains les plus lus de ce pays, sa modestie dut-elle en souffrir, romancier et essayiste, amoureux aussi des choses de l'économie, notamment on a pu le voir à travers vos petits précis de mondialisation sur la période la plus récente, sur le coton, l'eau et puis le papier. Et vous avez été également l'auteur d'un documentaire sur la crise avec votre ami Daniel Cohen, qui a marqué les esprits il y a quelques mois. Et puis Dominique Seux, un membre éminent de notre rédaction en chef aux Échos, le grand patron de la macroéconomie avec les pages France et Internationale. Et puis il est aussi la voix de l'économie tous les matins sur France Inter avec l'édito Écho de 7h20, dont je ne doute pas qu'il y ait un certain nombre d'aficionados dans cette salle. Alors, messieurs, on va parler effectivement de ce monde en mutation. On parle de crise depuis maintenant plusieurs années. Éric, j'aurais envie de commencer avec vous. De quoi crise est-il le nom ? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est intéressant parce qu'il y a exactement 2 mois, dans cette même salle, je parlais devant des spécialistes d'ophtalmologie qui m'avaient demandé, au fond, qu'est-ce que regarder ? Et je pense que c'est exactement la même chose. Il s'agit de guetter le monde d'aujourd'hui, d'essayer de le comprendre. Et c'est pour ça que je suis si heureux de me trouver avec donc ces directeurs financiers et puis ces experts comptables, parce que ce sont des guetteurs. Alors, ce qui me frappe, c'est que le monde est extraordinairement difficile à lire, extrêmement difficile à lire. Et je répondrai rapidement à la question en 1932. C'est pas la référence qui me vient. La première référence qui me viendrait, ça serait plutôt le XVIe siècle, c'est-à-dire un monde qui s'ouvre, un monde et en même temps qui se replie, qui est extraordinairement plein de richesses nouvelles, mais en même temps de cruauté,
Et si je remonte encore un tout petit peu dans l'histoire, ça serait peut-être 1032. Parce que ce que je vois en me promenant beaucoup, pas seulement dans le monde, le vaste monde, mais aussi en France, c'est que je vois des dynamismes en région et dans les villes formidables. Et je vois qu'il y a des États un peu partout qui sont exsangues, qui n'ont pas le sentiment d'avoir des manettes, où il y a sans arrêt, mois après mois, le sommet de la dernière chance, dont un certain nombre de commentateurs disent à chaque fois qu'il y a un progrès décisif. Mais est-ce que c'est un progrès décisif si un mois après, on recommence la même chose? Alors je vois des gens des villes qui se battent. Et alors je me dis, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu comme à cette fin du Moyen-Âge, où il y avait un dynamisme inouï au niveau des villes, peut-être parce que c'est l'espace pertinent, que les États étaient beaucoup plus faibles, et peut-être qu'il faudrait chercher dans des rapprochements européens un espace d'action plus pertinent. Donc des villes, mais avec un rayon d'action de 150 km. L'échelle est très importante. Maintenant, en gros, c'est 300 km. Et je vous assure qu'une promenade, enfin vous le savez puisque vous y êtes, mais une promenade en France, dans la France des villes, ça dope. Et Dominique, vous, quelle est votre lecture de cette crise? La référence à 1932, c'était un des échanges qu'on a pu avoir hors antenne. Effectivement, vous en êtes l'auteur. Mais quelle est votre lecture, justement, de tout cela? Alors, je suis entièrement d'accord avec Éric Orsenna sur le thème. Il y a une difficulté extraordinaire à lire. Je pense qu'on a à lire ce qui se passe, à lire l'économie elle-même. On a beaucoup dit qu'on avait... on a beaucoup d'experts de la crise depuis 3 ans. Je crois qu'il y a profondément une crise des experts. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorité parmi les économistes, parmi les sociologues qui peut dire voilà la lecture de la crise que nous pouvons, qui est la vérité absolue. Moi, il me semble qu'il y a 3 éléments, il y a 3 crises. La première, clairement, avec le recul maintenant, on sait ce qui a, en gros, ce qui n'a pas marché depuis quelques années, c'est que l'Occident, globalement, a essayé de tricher. On a essayé d'acheter la croissance. On a cru que la croissance s'achetait. Alors, pour les uns, c'est l'endettement privé, aux États-Unis, en Espagne, les bulles immobilières. Pour d'autres, l'Italie, la France, c'est les dépenses publiques. On a essayé d'acheter cette croissance. Et évidemment, le réveil est très douloureux et on en a probablement pour une bonne dizaine d'années un petit peu difficile. Donc, c'est un peu le premier point, avec une grande interrogation qui est derrière, c'est au fond, quel est le modèle de croissance de l'Occident dans les années qui viennent. C'est la grande... Finalement, l'Occident découvre qu'il est d'une certaine manière mortel. Et en même temps, on voit bien que le monde émergent, lui, bascule, c'est le big shift, hein, le monde émergent, lui, n'a pas véritablement souffert de la crise. Deuxième point, se referme peut-être une parenthèse qui a été ouverte à la fin du XIXe siècle, qui était la puissance économique est déconnectée de la taille, du nombre d'habitants. Aujourd'hui, il est possible que la puissance se recorrèle à la taille. La Chine, le Brésil, des espaces uniques, très puissants. Peut-être qu'il faut l'accepter, mais nous sommes dans un grand basculement. Et puis le troisième point qui me semble caractéristique de la crise, c'est... Alors c'est plus politique, mais c'est l'épuisement démocratique. C'est-à-dire que nous voyons des États qui sont quand même, qui vont d'échéance électorale en échéance électorale. Dans chaque pays, c'est à peu près tous les 3, 4, 5 ans. L'élection française, puis américaine, puis italienne, puis allemande. Et donc qui paralysent un petit peu les États avec la difficulté pour les acteurs d'imposer leur vision, de se dégager. Alors, est-ce que c'est un manque de courage ou un manque de vision? Mais donc une sorte d'épuisement démocratique avec une lenteur de réaction. Alors, j'aimerais reprendre une formule que j'avais entendue d'Éric Orsenna, c'était aux Journées économiques d'Aix, il y a, je ne sais pas, 2-3 ans. Vous aviez dit, au fond, ce qui est très difficile aujourd'hui, c'est que les commentateurs sont plus importants que les acteurs. Et je crois que c'est profondément vrai. C'est-à-dire que nous sommes dans une période où le temps de l'acteur, c'est 1 heure, 2 heures, une annonce, et puis immédiatement se déroulent derrière des dizaines d'heures, de journées, de commentaires. Le commentaire a un peu enseveli l'action. C'est assez paradoxal parce qu'on s'imaginait qu'avec la multiplication des canaux d'information, ce serait un peu différent. Mais en fait, l'information s'est recentralisée sur quelques
un nombre très restreint d'événements, et donc nous avons une vraie difficulté démocratique. Voilà un peu les trois crises. Alors on pourrait développer les raisons pour lesquelles il y a des raisons de rester optimiste. Alors, mais non. Mais si, on peut enchaîner là-dessus, mais aussi sur le traitement politique de la crise. Mais si vous avez des raisons d'être optimiste, c'est le moment de les partager, au contraire. Non, allez-y. Non, parce que on a parlé de ces raisons, et moi je suis d'accord. On nous a dit avant de venir, surtout ne soyez pas d'accord. Alors, j'y peux rien, moi. Eric, si vous dévoilez tous les secrets de l'organisation... Je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche du débat. Mais moi non plus. Vous avez parlé du jeu des commentateurs, donc on va revenir à des grands classiques. Et moi, je déteste la mauvaise foi, et Dieu sait pourtant si vous en êtes un des habitués. J'ai un modèle. Mais voilà. Donc, je pense que maintenant, ça suffit. Je pense que les organisateurs sont contents. Donc, maintenant, on va être d'accord. Voilà. Alors, voilà. Et d'accord sur l'optimisme. Alors, partagez-le, mais messieurs. Sur le point, c'est que, quel est le lieu de la crise? Il y a des tas d'endroits où il n'y a peu de crise, peu de crise. On dit ça baisse un petit peu dans tel endroit du monde, mais pas seulement les grands. Alors vous qui êtes un promeneur justement de l'économie. Un pays comme le Chili, ça va bien. Évidemment le Brésil, ça va bien. L'Afrique a un drame en ce moment, vit un drame dans toute cette bande sahélienne, avec notamment les conséquences de cette opération en Libye qui était nécessaire. Mais enfin, le service après-vente est désastreux. Il y a des armes partout, il y a de la drogue partout, mais le reste de l'Afrique se développe 5-6%. Pourquoi? Et ça, c'est un élément d'optimisme. Parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins. Et donc, la croissance, c'est répondre à des besoins. Oui, c'est l'inverse de la bulle. Mais l'Afrique se développe, mais un certain nombre des opportunités ne sont pas saisies pour les Européens. Bien sûr, il y a une timidité dans ça. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est le temps de la crise. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est de plus en plus pris, et c'est un petit peu dans la même ligne que ce que disait Dominique, on est pris en otage par le court terme. Et on a bien vu, on a fait l'inverse dans l'Europe, en s'endettant dans les dépenses courantes et en investissant pas assez. Et il y a deux manières de se planter, sûrement. C'est d'accumuler les déficits sur les dépenses courantes et en même temps de ne pas d'investir massivement dans les secteurs porteurs. Et c'est ce qu'on avait vu en participant. J'avais participé à la commission du Grand Emprunt. Donc c'est assez intéressant quand vous faites des lectures, savoir au fond l'espace et le temps de la crise. Dominique, sur justement ces raisons d'être optimiste, sur éventuellement ce qui se passe en Europe, est-ce que les Européens peuvent s'en sortir? Les raisons d'optimisme, moi j'en vois, disons, trois. La première, c'est que une grosse partie du monde va bien, et donc il faut se réjouir. Donc vous êtes encore d'accord? Non. C'est assez curieux de voir que les tiers-mondistes d'hier sont anti-mondialisation aujourd'hui. Ce sont à peu près les mêmes. C'est quand même un paradoxe stupéfiant. La seconde raison, c'est que nous avons une génération, alors, derrière nous, mais une génération d'étudiants pour qui l'Europe est évidemment l'espace de vie. Malheureusement, cette génération, on ne l'entend pas encore assez pour exiger des dirigeants européens allez-y, bougez-vous un peu, prenez les choses en main. Mais il y a une raison quand même d'optimisme. Et puis la troisième, c'est vous, c'est-à-dire c'est les entreprises. Dans la crise, les entreprises ont montré une réactivité. On a beaucoup reproché en 2008-2009 aux entreprises le court-termisme, etc. Mais les entreprises se sont adaptées, innovent tous les jours. Ce sont les entreprises qui sont le pôle de stabilité. Donc, il y a quelque chose. Les entreprises, à l'inverse des années 30, ont réduit la voilure, se sont adaptées, mais ne se sont pas du tout, pour la majorité d'entre elles, écroulées. Et donc, ça, je trouve que c'est un facteur extrêmement positif. Eric, ce credo en l'entreprise, justement, c'est quelque chose que vous partagez. Oui, credo d'entreprise. Et d'abord, je voudrais revenir sur la question de l'Europe. On prend le formidable système Erasmus. Il y a un certain nombre d'élèves de grandes écoles qui suivent ce programme magnifique. Mais il n'y en a que 25 à 30 000 tous les ans. C'est-à-dire qu'on crée deux populations. Il y en a une pour qui l'Europe est le terrain de jeu, et d'autres pour qui, au contraire, c'est la menace. Pour les uns, c'est une opportunité. Pour les autres, c'est une terreur. Et en participant à la commission Attali, parce que je suis le roi des commissions, j'avais proposé la chose suivante. C'est-à-dire que tout mandat électif national, y compris présidentiel, commence par 1 an à l'étranger. Évidemment, on m'a dit, mais t'es malade mental. L'Erasmus présidentiel, c'est un concept qui... Non, mais ça y est, on est comme aux États-Unis, on est élu, et au lieu de bosser 2 heures après... Allez, va voir un peu comment c'est le monde. Y compris présidentiel, c'est-à-dire François Hollande, 1 an en Allemagne. Oui. Vous sentez le truc, là? Mais je le sens très bien. Vous le sentez très bien. Enfin, je sentirais mieux la situation française. Oui. Non, sur l'Europe,
puisque vous posez la question sur l'Europe, ce qui frappe, évidemment, chaque sommet, on peut aller dans la technique, c'est trop lent, mais il y a le progrès de l'union bancaire, etc. Peut-être l'élément central pour moi, c'est que le marché, enfin l'Europe telle qu'on la connaît depuis 1957, doit mourir. C'est-à-dire qu'on doit passer maintenant à une autre d'urgence, celle de l'espace commun, celle de la monnaie commune. Mais si ça n'avance pas, surtout n'appelons pas ça fédéralisme, c'est une catastrophe, c'est un mot tabou évidemment, mais s'il n'y a pas d'urgence, une étape politique, c'est une banalité, j'en conviens, qui est faite, effectivement, l'Europe ne résistera pas face aux espaces uniques. Le Brésil est un espace unique, la Chine est un espace unique. La difficulté, c'est que la France n'a pas choisi. C'est-à-dire que la France est totalement incapable, je n'en veux pas particulièrement à ce gouvernement-là, actuel, parce que le gouvernement précédent n'avait pas... Merci, cher Dominique. C'est vrai que la pondération l'accusation en un mois par rapport à 10 ans de pouvoir des autres... Quand vous voulez. Oui, allons-y. Dominique, on sent bien sur les questions. La France, finalement, quand on regarde l'histoire européenne, a toujours obtenu ce qu'elle voulait. Elle n'a pas voulu la CED, elle a voulu finalement l'Angleterre dans l'Union européenne, elle a voulu la monnaie unique, elle obtient ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ce que veut la France. La France veut-elle plus d'intégration? Quel type d'intégration politique? Elle ne jure que par l'intergouvernemental. C'est droite et gauche confondues. Tant que la France n'aura pas clarifié sa position, son ambition européenne, on a eu des propositions allemandes, j'allais dire il y a des propositions britanniques peut-être, mais la France doit d'urgence clarifier ses positions, droite et gauche confondues. J'aimerais ne pas être d'accord avec Dominique Seux. J'aimerais, mais je suis obligé de constater qu'il a complètement raison. Moi, quand j'étais petit, j'avais un maître à penser, c'était Mendès France. Bon, Mendès France, il disait tout simplement, gouverner, c'est choisir. La France est la championne du monde du non-choix. C'est vrai pour la décentralisation, où on choisit la décentralisation, mais en même temps, on garde 100 départements et on met 22 régions, alors qu'on sait très bien qu'il en faudrait que 8. Et c'est la même chose pour l'Europe. Reportez-vous dans les années 50. L'extraordinaire courage des politiques. L'ennemi d'hier, l'ennemi terrible, l'ennemi nazi d'hier et qui a donné l'Allemagne après. Bon. Et on va mettre en commun le cœur même des économies. C'est pas une sorte de bulle financière, non, c'est le cœur même des économies. Le charbon et l'acier, c'est-à-dire vraiment l'énergie et le cœur de la production. On décide de les mettre ensemble. Magnifique de courage. On est sans arrêt dans l'Europe, alors qu'on sait bien que c'est notre avenir, on la désigne comme bouc émissaire. 1. Et 2, on réagit à chaque fois à l'incertitude des marchés. On peut dire ce qu'on veut, les marchés, mais enfin, ils ont une certaine logique. Donc, qu'est-ce qu'on va Votre proposer? ennemi, c'est pas la finance, hein, si j'ai bien compris. Non. Non, bah, c'est un moyen comme un autre. Voilà. Non, c'est un moyen comme un autre. Mais c'est pas non plus les étrangers, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a un monde entre les deux, mon cher Eric. Mais ça nous renvoie quand même un peu à la question Monsieur René, je vous salue. La question que je vois, qui était l'intitulé... René Ricol, qu'on accueillera tout à l'heure, vous ferez votre petit aparté au moment où on changera de plateau, messieurs. Qui était l'intitulé de la table ronde que vous nous proposiez, sommes-nous en 1932? Alors pourquoi la question a été posée comme ceci? Parce que c'est vrai que dans la presse anglo-saxonne, on voit beaucoup cette thèse-là. 1932, c'est 3-4 ans après le début de 29, et c'est un an, évidemment, avant l'arrivée d'Hitler à la chancellerie. Sommes-nous dans cette période où nous devons constater que ce que nous avons fait depuis 3-4 ans, 2008, Lehman, n'a pas marché, et donc il faut peut-être penser, nous courons des risques mortels. On entend ça dans la thèse alors de pessimisme, de professionnels du pessimisme. Hein, vous savez, Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, mais aussi Ferguson, enfin un certain nombre de gens. On l'a entendu en Allemagne il y a une quinzaine de jours et ça a fait beaucoup de bruit sous la plume de Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères, vers cette question est posée par le monde anglo-saxon. L'Europe est-elle en train de préparer le pire? Je ne le crois pas du tout. Parce que, il y a une raison pour laquelle on pourrait le croire, qui est que, évidemment, quand on a donné beaucoup de médicaments, comme on l'a fait depuis 4 ans, et que ça ne marche pas très bien, on peut se dire, bon, c'est quoi la prochaine étape? Cela étant, je crois que nous avons tellement appris des erreurs qui ont été faites dans les années 30, une souplesse s'est montrée dans la crise de la part de la Banque Centrale Européenne, des autorités gouvernementales, que je crois que ce risque n'est pas là. Et puis surtout,
surtout, on voit bien que les chutes d'activité n'ont strictement rien à voir. On l'oublie, mais on parlait dans les années 30, fin des années 20 et début des années 30, de chutes d'activité de 5, 6, 10%, 20% parfois. Là, en France, on a eu 3%, c'est-à-dire qu'on est revenu au niveau d'activité de début 2007. Bon, ce n'était pas la préhistoire non plus, hein, je crois. Donc, voilà, c'est un peu compliqué en ce moment de lire les choses, mais je crois qu'il faut éviter de se laisser embringuer dans ce pessimisme, notamment des anglo-saxons, sur l'euro qu'ils n'ont jamais accepté. L'euro restera parce que c'est un projet politique. Et vous, Éric, vous pensez effectivement que cette Europe, elle peut échapper au pire, que ce n'est pas la principauté d'Orsena, du rivage des Sirtes qui vous est cher? Bien sûr, mais bien sûr, moi je suis frappé avec pas mal quand même de penseurs anglo-saxons, c'est que psychologiquement c'est assez intéressant, et c'est souvent constaté, c'est que ceux qui répètent nous préparons le pire, sont exactement les mêmes que ceux qui disent, que ceux qui sont contre les mesures qui rendraient possible le meilleur. Et c'est extraordinaire de dire. Donc ils dénoncent le pire. Vous pouvez préciser un petit peu? Le bouc émissaire. Le bouc émissaire. Ils disent l'Europe, c'est pas possible, regardez, l'Europe est possible. Et on dit l'Europe, au contraire, ça serait un moyen formidable. Et ils disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est l'impossibilité. Et en tenant un langage de l'impossible, là, il prépare le pire. Et moi, je suis absolument d'accord avec Dominique, c'est que, pardon. Ce sera l'une des grandes leçons de la matinée. Quoi. Oui, c'est peut-être la première réunion des DAF ici. Peut-être, je pense qu'on ne sera pas réinvité à la deuxième. Non, je ne crois pas, madame. Mais une vraie ambition européenne maintenant, je ne vois pas comment on sortirait autrement. Et pas seulement une réaction. Et plus de bouc émissaire. Oui, mais une ambition européenne qui se cristallise sur quoi? Sur la quête de la croissance, alors que par ailleurs, certains se demandent si Keynes n'est pas mort. Les pistes de sortie, vous les voyez où? Écoutez, moi, par exemple, des investissements communs par rapport à un rapprochement véritable avec l'Allemagne, et vient qui veut. Vient qui veut. On a pris en otage par des gens qui ne veulent pas avancer, dont la France, souvent. Et même en France, on est pris en otage par des gens qui ne veulent pas avancer. C'est aussi la lecture que vous faites de la situation française après le discours de politique générale d'hier? Vous ne me ferez pas entrer dans ce piège-là, comme vous l'avez remarqué. C'est vous qui dites que c'est un piège. Ça, c'est un piège si j'y répondais. Et comme je n'y réponds pas, ce n'est pas un piège. Mais c'était mon travail d'échelle. Simplement la marque maintes fois vérifiée de votre amitié fertile. Et donc, non, ce que je vois, c'est que on a eu quelques éléments, on est dans l'urgence, mais il faut dépasser l'urgence. Moi, ça me frappe toujours quand on est pris en otage par l'urgence et par le court terme. Moi, quand je vais en Chine, souvent, ou dans d'autres endroits d'Asie, mais surtout en Chine, partout je vois des maquettes. Des maquettes d'une ville, des maquettes d'un aménagement, des maquettes d'un barrage. Qu'est-ce qu'une maquette? Une maquette, c'est du temps rendu visible. Donc de l'ambition. Et donc, ce que j'attends, c'est l'ambition. C'est une formule qui vous est chère. L'urgence, c'est le long terme. Oui. Et je maintiens ça. C'est peut-être parce que je suis à la fois immortel, mais pas éternel. Dominique. Comment rebondir? Je ne sais pas. En revenant aux pistes de sortie, éventuellement. Au-delà de non, mais 100 on peut ans, parler dur. peut-être, alors, puisque Orsena n'a pas voulu tomber dans le piège qui lui était, paraît-il, tendu par vous, Arnaud. La grande question pour la France, quand même, dans les semaines qui viennent, c'est est-ce que, finalement, la gauche va pouvoir faire ce que la droite n'a pas fait, c'est-à-dire une vraie politique de rigueur? On a un peu une contradiction entre les lettres de cadrage budgétaires aux ministres qui ont été envoyées par Jean-Marc Ayrault la semaine dernière, qui étaient très rigoureuses, effectivement, et le discours de politique générale qui, lui, refusait une fois de plus, comme Nicolas Sarkozy avant lui, comme François Fillon, refusait même de prononcer le mot rigueur. Alors évidemment, on peut éviter le mot et la chose, mais si on évite le mot, on est sûr d'éviter la chose. Et donc, je suis... Voilà. Est-ce que la rigueur de gauche, c'est une rigueur avec un ruban rose au lieu d'un ruban bleu? C'est possible. J'aimerais que la période soit un peu churchillienne. La France évite, l'Espagne, l'Italie, la Grèce n'ont pas tout à fait les moyens de faire une rigueur absolument drastique parce qu'il y a des effets dépressifs. La France, je crois, a les amortisseurs différents, les amortisseurs sociaux pour
remettre ses comptes d'équerre et à l'équilibre. C'est la seule crédibilité, le seul levier d'influence que nous aurons sur Berlin, c'est de nous montrer, non pas exemplaires, ce serait beaucoup, mais montrer qu'on va dans le bon sens. Voilà. Se montrer schröderien pour suivre l'exemple effectivement de Gerhard Schröder il y a quelques années. Alors, je ne sais pas s'il faut suivre complètement l'exemple de Gerhard Schröder, parce que Gerhard Schröder, après, est parti se vendre au gaz russe. Donc, je ne sais pas si c'est un exemple à suivre complètement, mais c'est vrai que l'Allemagne a une politique, alors qu'on critique et qu'on entend beaucoup dire, elle a été non coopérative, ils ont construit leur tonicité exportatrice au détriment des autres. Je crois qu'il est difficile pour nous d'aller demander aux Allemands de courir un peu moins vite parce que nous, on court lentement. Et donc, pendant 10 ans, l'Allemagne a réussi à absorber à la fois l'Allemagne de l'Est et à faire du pays quasiment le premier exportateur mondial. La Chine est devenue cette année, ou est en train de devenir, le premier partenaire commercial de l'Allemagne à la place de la France. Quand on regarde la presse allemande, il se compare plus, davantage, aux grands pays émergents et dynamiques qu'à la France. En France, nous nous comparons matin, midi et soir à l'Allemagne. Je crois il y a certainement des leçons à prendre, même si le modèle n'est pas transposable, etc., etc. Éric, sur ce binôme franco-allemand moi, je pense qu'on n'a pas assez investi. Que l'avenir, c'est l'investissement. L'investissement, ça a deux sens. L'investissement en termes économiques et l'investissement, ça veut dire qu'on s'investit dans le pays. Et moi, je pense que du précédent septennat, un travail qui a été fait avec le grand emprunt et puis les investissements d'avenir, c'est clé. C'est clé. Et que c'est là-dessus qu'il faut continuer à travailler. Et que si on dégage des impôts pour financer cet avenir-là, bien sûr que oui, premièrement. Deuxièmement, il y a l'élément de confiance, c'est-à-dire qu'on a besoin de toutes les forces réunies, c'est ce qui fait que j'ai choisi ce camp politique, et que trop d'inégalités, je ne suis pas pour l'égalitarisme du tout, mais trop d'inégalités sein d'une société et ronge le sens. Parmi les pistes, effectivement, qui avaient été dégagées dans la réflexion sur les investissements de l'avenir, il y avait entre autres la croissance verte. Aujourd'hui, elle est régulièrement remise en cause. Est-ce que cela vous semble finalement une fausse solution ? D'abord, il y a une fausse solution, c'est de changer les règles du jeu alors qu'on est dans un processus de long terme. Et on casse comme ça des filières notamment solaires, même s'il y a des effets d'aubaine. Première chose. Deuxième chose, moi, c'est pas parce qu'il y a la crise, c'est pas parce qu'il y a des élections qu'on n'aura pas des besoins. Et des besoins, ça va être des besoins dans l'énergie. Des besoins, ça va être de lutter contre l'acidification de la mer. Des besoins, etc. Donc des besoins, ça va être aussi dans le domaine agricole de voir ce qu'on va faire. Et le défi agricole n'est pas du tout réglé. Donc à chaque fois qu'il y a ces besoins-là, ça veut dire, mais même des menaces. Des menaces, d'une certaine manière, c'est un besoin. Et quand il y a besoin et menace, il y a opportunité. S'il y a opportunité, il y a business, il y a croissance. Pardon d'être un peu vulgaire, mais c'est quand même la réalité des choses. Et moi, j'aime quand ça bouge. Dominique, sur cette croissance verte et au-delà, les raisons d'espérer. La croissance verte, je la trouve un peu verte encore. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore vraiment vu dans les chiffres de la croissance ce que peut donner la croissance verte. Il ne faut pas attendre de remèdes miracles, de leviers miracles. Alors on s'est dit les nouvelles technologies vont doper la croissance pendant 10 ans. Bon, en fait, on n'a pas l'impression que... vous savez, il y avait c'était Solow, je crois, un prix Nobel d'économie américain qui disait on voit les ordinateurs partout, sauf dans les chiffres de la productivité. Il n'y a pas de remède miracle. La croissance verte ne va pas doper la croissance. La croissance, on ira la chercher dans nos entreprises en France, dans l'industrie qu'il faut redresser, dans la baisse du coût du travail, dans les simplifications administratives. Évidemment, c'est un peu basique de dire ça. C'est un peu... on a l'impression d'entendre ça depuis si longtemps. Mais ça reste, malgré tout, vrai. On ne va pas pouvoir, en France, rêver éternellement de politique de relance keynésienne. Un jour, c'est la demande. Un jour, c'est les investissements publics. Non, ce ne sera pas ça. C'est les gains de productivité dans les entreprises. La croissance, elle est là. Pardon de ce discours un peu brutal, peut-être. Mais pardon d'être d'accord avec ce discours brutal qui est celui de la réalité. Moi, ce qui me frappe quand même dans nos sociétés, c'est que, au fond, l'infantilisation qui est la nôtre, même nous adultes, même vieux adultes, c'est qu'on veut, un, tout de suite, et deux, des recettes.
Donc on veut des antibiotiques pour faire baisser tout immédiatement, sans voir ce que ça donne, et notamment, encore une fois, tout de suite. Et la croissance verte, c'est ça. Évidemment, il y a des besoins. Évidemment, il y a des menaces. Donc évidemment, il y aura de l'opportunité de croissance. Maintenant, je pense, d'une certaine manière, pour la croissance verte, qu'il faut souhaiter qu'il y ait plus de dérèglement climatique, qu'il y ait plus de montée des eaux, qu'il y ait plus de pollution, qu'il y ait moins de capacité à produire, etc., etc. Vous en faites pas, ça va arriver. Vous en faites pas, ça va arriver. Ça me rappelle une histoire, moi, qui me ravit sur la croissance verte. Vous avez deux planètes. Il y a une planète qui dit à l'autre, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai chaud, on me pique des trucs très désagréables dans la peau, etc. Et la première dit, t'en fais pas, je sais ce que c'est, j'ai connu ça, c'est l'espèce humaine, ça passera. Bon, on va tout de même garder quelques raisons d'espérer. Mais bien sûr, mais on arrive au terme, chers amis, de cette séquence, de cette vision panoramique sur le monde et l'économie. Oui, Dominique. Non, il y a une raison d'espérer quand même. C'est-à-dire, la France est le pays le plus pessimiste au monde sur son avenir collectif, mais c'est curieusement un sondage, je viens de le montrer encore il y a quelques jours, le pays où les Français, dont les habitants sont les plus optimistes à titre personnel. Pessimiste, malheur public, bonheur privé. C'est exactement. Et les sondages, mois après mois, montrent ça. Je suis contre le mariage, mais ma femme, elle est top. On verra effectivement que cet optimisme sur la situation personnelle est partagé par les d'après DAF. ce que je sais des experts comptables et des DAF, je suis très content de vos couples. Ils confirment. Justement, mon cher Éric, on va terminer peut-être avec une petite adresse de votre part aux femmes et hommes de chiffres qui sont dans la salle, parce qu'on a découvert qu'au-delà de l'homme de lettres, vous étiez aussi un homme de chiffres. Je rappelle que votre thèse était sur la comptabilité publique, si mes informations sont exactes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, que justement le fait d'être dans les chiffres et de mieux lire le monde? Ça fait étrange d'être regardé par 600 ou 700 guetteurs. Parce que ce sont des guetteurs. Ce sont des guetteurs, ce sont vraiment des guetteurs quotidiens, ce sont eux qui connaissent le mieux l'entreprise. Donc on ne va pas leur raconter n'importe quoi, c'est eux. Et alors c'est eux aussi qui résistent à la photo dans l'immédiateté de l'entreprise, d'un moment donné, dans l'instant, pas du tout. Ce qui me frappe, connaissant pas mal la comptabilité aussi d'entreprise, c'est ça. C'est qu'il faut être des sortes de brodelles, c'est-à-dire avoir un guet des différentes temporalités. C'est-à-dire, aujourd'hui, voilà ce que ça donne, dans 3 mois, voilà ce que ça donne, et voilà après. Donc, et ne pas rentrer dans le piège du tout de suite ou du reporting toutes les 2 heures. Encore une fois, l'urgence, c'est le long terme, c'est une idée qui vous est chère. Merci, messieurs, pour votre regard toujours aussi acéré sur le monde qui nous entoure. Nous allons enchaîner tout de suite sur la première table ronde plus spécifique sur les réalités auxquelles sont confrontés les directeurs administratifs et financiers. Merci, Dominique. J'invite à me rejoindre donc René Ricol, qui est président d'honneur du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, Philippe Brédy, qui est président de CDC Entreprises et du FSI Région, Michel Léger, président du directoire de BDO, Jérôme Lefébure, directeur financier du groupe M6, Bertrand Badré, directeur administratif et financier de la Société Générale, et Caroline Weber, qui est directrice générale de Middle Next. Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Alors, nous allons effectivement faire un point un petit peu sur l'environnement économique dans lequel évoluent les directeurs administratifs et financiers, les directions financières. On va peut-être rebondir déjà sur l'analyse de la conjoncture que viennent de nous proposer Dominique Seux et Éric Orsena. En filigrane de tout ça, il y a aussi la question de la compétitivité des entreprises françaises. Quelle est votre analyse? Quelles sont les clés pour renforcer cette compétitivité? On se tourne d'abord vers vous, René Ricol, puisque vous connaissez un peu mieux ces questions, pour vous en être occupé très directement ces derniers mois. Edouard, il est très gentil parce qu'il sait que je dois partir rapidement après. Oui, je sais tout moi, René. Mais je veux dire que le plus important, c'était d'abord le dialogue auquel on vient d'assister, qui est formidable. Écoutez, moi, au risque de surprendre un peu, parce que je revendique tout à fait ce que j'ai fait pendant 5 ans avec Nicolas Sarkozy, je crois qu'on a fait du bon travail. Je crois que nous sommes dans une période où, encore plus que jamais, la solidarité entre nous est absolument impérative. Les Français ont fait un choix. C'était pas le mien, évidemment. Ce choix, il faut le respecter. Il faut que vous parliez bien en face du micro. Oui, je dis ce choix, il faut le respecter. Et il faut jouer en solidarité avec le nouveau gouvernement. J'entends depuis ce matin beaucoup de commentaires négatifs. La question, c'est plus d'être négatif. Et il faut que l'opposition, si elle doit s'exercer, soit intelligente. Parce que nous sommes dans une période tellement difficile, celle que les gens qui sont en face de nous là vivent au quotidien.
celle que notre ami Badré vit à Société Générale. Il ne peut pas s'amuser à dire « je suis pour telle ou telle politique », c'est pas la question. On va écouter Bertrand Badré juste après. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que dans la vérité, il faut que nos entreprises regagnent encore de la performance et il faut qu'on se batte. Donc mon premier appel, c'est celui de la solidarité. C'est-à-dire juste respecter le vote que les Françaises et les Français ont exprimé. Alors ça se traduit de manière très concrète. Les Français ont dit, par leur vote, pas de TVA sociale. Très bien. À l'évidence, on sera tous d'accord pour dire pas de baisse de revenus, c'est juste pas possible. Donc la question de la compétitivité, c'est le temps de travail. Point barre. On peut pas revenir à autre chose. Vous savez, la compétitivité, c'est simple. Et donc, quand il y a 3 facteurs, on ne peut pas en trouver un 4e. Premier élément. Deuxième élément, être solidaire, c'est essayer de rester dans le pays dans lequel on vit. Et donc, mettre un terme aux délocalisations des gens les plus aisés. Sur ce point-là, il n'y a pas de divergence entre la droite et la gauche, à ma connaissance. Tout le monde a toujours regretté. Ceux, parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, partaient. Il y a une petite chose qui s'est passée en juillet dernier, dont personne n'a parlé pendant la campagne. On a parlé de beaucoup de sujets intéressants, mais pas forcément des plus intéressants. Le précédent gouvernement a fait passer un texte qui a obligé les gens, dans leur déclaration ISF, à mettre un petit montant de leurs trustees qu'ils possédaient. En soi, ce n'était pas un problème grave. Ce qui allait se passer immédiatement après, c'est qu'évidemment, les contrôles fiscaux allaient immédiatement poser la question de savoir mais comment votre trustee était constitué. Et vous avez constaté qu'en juillet dernier, entre juillet et décembre, on a tous beaucoup d'amis qui ont dit « j'ai besoin de respirer, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, j'ai besoin de réfléchir, mais je réfléchirai mieux ou à Bruxelles, ou à Genève, ou à Londres, parce que franchement, l'air est plus pur, je sens que je vais pouvoir m'épanouir complètement pour une vie généreuse, ouverte sur les autres. » Voilà. En réalité, ils sont partis, ils nous ont laissé nous partager entre nous la charge fiscale. Alors ça, il faut qu'on soit tous d'accord pour dire que, évidemment, c'est pas bien. Et ce qui n'est pas bien pour les grandes fortunes, j'en arrive au dernier point, c'est pas bien pour les entreprises. Et là, je voudrais dire que 30 ans d'expérience professionnelle m'amène à penser que la femme ou l'homme clé dans l'entreprise, à égalité avec le président ou le directeur général, c'est le directeur financier. Celle ou celui qui est capable de dire « cette voie est dangereuse, cette délocalisation est peut-être intéressante, c'est la mode à court terme, mais attention, on se crée le concurrent de demain, et à 10 ans, ce ne sera pas bon pour l'entreprise. » Celle ou celui qui est capable de dire « la seule délocalisation qui vaille, c'est celle en réalité qui permet d'ouvrir des marchés nouveaux, parce que ça, c'est légitime. Quand on veut aller à l'étranger, quand on veut se développer à l'étranger, les pays étrangers, c'est normal, ils demandent aussi à ce qu'il y ait de l'emploi. » Celle ou celui qui peut dire « attention, il y a urgence à ne pas décider parce que la situation est très grave. » Celle ou celui qui peut forcer la porte pour dire « mais non, l'avenir n'est pas si beau que ça, il faut prendre des mesures immédiates de restructuration. » C'est la directrice ou le directeur financier. Et si je pouvais vraiment dire une chose, c'est que ce rôle-là doit être encore plus reconnu qu'il ne l'est, parce que c'est un rôle clé. Et je pourrais donner des exemples concrets dans la presse de lieux qui se sont effondrés parce que le directeur financier a changé. Voilà, je peux en donner. Ce qui veut dire que c'est un rôle clé, c'est un rôle capital. Et c'est vrai dans la petite entreprise, dans la moyenne et dans la grande. Je voudrais dire une dernière chose, c'est que le directeur financier, parce que j'oublie pas ma profession, il est bien qu'il ne soit pas seul. Et je crois qu'à côté des multiples banques d'affaires qui fleurissent dans ce pays, et notamment internationales, dont certaines ont d'ailleurs largement contribué à la crise financière, on oublie de le dire. Voilà, mais enfin, ils nous donnent des conseils. Donc c'est très sympathique de se faire conseiller par ceux-là même qui ont contribué à créer la crise. Ils les donnent rarement. Oui, ils les donnent rarement. Enfin, ils en donnent, mais ils ne sont pas forcément bons. Voilà. Mais alors, c'est vrai. Mais alors, je crois qu'il y a des gens sérieux, plus simples, moins chers. Ce sont les experts comptables. Ils ne sont pas assez présents dans les entreprises de taille moyenne et grande. On voit beaucoup de commissaires aux comptes, c'est bien. C'est du contrôle. Je crois que ce serait bien qu'il y ait aussi des experts comptables. Ils sont beaucoup dans les TPE. Il y a plein de choses qui sont faites formidables pour aider à trouver du crédit. Agnès Bricard a pris plein d'initiatives intéressantes et efficaces. Mais on doit aussi jouer notre rôle dans les entreprises moyennes et plus importantes. Voilà, on sera moins cher, aussi efficace et plus compétent. Merci de m'avoir accueilli. Bertrand Badré, justement, sur ces questions. Sur la question de la compétitivité, sur la fonction de directeur administratif. Alors, je ne sais pas si on va sortir de cette réunion plus optimiste ou plus pessimiste, mais en tout cas, je peux dire que c'est très bon pour le moral de se congratuler collectivement. Donc, merci à Eric, à Dominique et à René de ces quelques paroles encourageantes pour un métier qui est parfois pas compris et souvent critiqué. On remercie René Ricol d'avoir pris quelques minutes pour nous écouter. Plus sérieusement, je crois qu'on est confronté, tous autant que nous sommes dans cette salle, à deux échelles de temps, comme le disait Eric Orsena tout à l'heure.
On a un phénomène massif auquel on est confronté, qui est le désendettement. D'une certaine manière, on a cru de manière artificielle pendant une trentaine d'années, notamment dans les pays développés. Et ça doit, chacun avec son propre génie, ça a été rappelé. Certains ont endetté l'État, d'autres les particuliers, d'autres les entreprises, d'autres les banques. Certains ont tout endetté. D'ailleurs, nos amis anglais qui nous font souvent la leçon sont probablement ceux qui sont allés le plus loin sur l'ensemble des critères. Et donc, il n'y a pas d'autre solution au surendettement que le désendettement. Et ça va s'imposer à nous. Et d'une certaine manière, je faisais le parallèle avec l'année 1932 qui était évoquée tout à l'heure. Je crois, je n'ai pas eu le temps de vérifier sur Google, mais je crois que c'est à peu près en 1932 que Paul Valéry disait « Le temps du monde fini commence ». Et ben, je crois que le temps du monde fini pour la finance commence aussi. Il y a 5 ou 6 ans, on croyait que le ciel était bleu et que les arbres montaient jusque dans ce ciel bleu. Eh bien, on est obligé de s'adapter. Les banques plus que les autres d'ailleurs, parce qu'elles ont participé au mouvement d'avant. Étant au cœur du financement de l'économie, elles doivent aussi participer à cette adaptation de l'économie. Donc on a cette toile de fond très massive à laquelle on ne peut pas échapper. Et conjoncturellement, eh ben on est dans une forme d'apesanteur, c'est-à-dire qu'on a toute une série d'éléments d'incertitude, incertitude liée à un nouveau gouvernement en France, incertitude liée au résultat du 18e sommet européen. Alors, peut-être que dans 5 ans, on se dira, tiens, celui-là était le point tournant, je le souhaite, c'est un peu tôt pour le dire. Mais donc on a tous ces facteurs d'incertitude qui, malheureusement, comme à chaque fois, déteignent sur l'économie dite réelle. Rappelez-vous début 2008, crise financière, l'économie dite réelle allait bien. On disait, ah ben non, c'est un problème financier. Malheureusement, la finance a rattrapé l'économie. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je ne crois pas qu'il y ait de découplage. Donc il est urgent qu'on redonne de la confiance et qu'on sorte de cette forme d'apesanteur dans laquelle on est. Alors les banques sont particulièrement impliquées, d'abord parce qu'elles doivent changer leur manière de travailler. Donc nous-mêmes, Société Générale, comme les autres banques, on s'adapte. On fait, je déteste le mot, malheureusement, il est devenu très, très commun, le deleverage. Donc on réduit la taille de notre bilan, on le finance de manière plus sûre. Mais évidemment, ça a des conséquences sur l'économie réelle. Donc évidemment, on fait attention, on continue en même temps à faire notre travail. Le crédit continue à augmenter. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, pour reboucler, j'en finirai là, on dit à la fois qu'il faut désendetter, et on nous dit qu'il faut faire du crédit. À un moment donné, il faudra résoudre un peu cette schizophrénie. C'est pas complètement évident. Donc voilà, la conjoncture, elle est le fait de cette toile de fond très dure, et d'une apesanteur, d'incertitudes sur lesquelles on a finalement tous individuellement assez peu de prise, mais qui pèsent sur nous. Alors justement, cette schizophrénie que vous évoquez entre la nécessité de désendetter et le fait de faire du crédit, ça touche directement l'un des points clés qui est le financement de la croissance et de la compétitivité des entreprises françaises. On entend souvent dire qu'il y a un gap qui se creuse, en fin de compte, entre la situation, l'accès au financement des entreprises françaises et celle de leurs homologues étrangères. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Je réponds que évidemment, c'est très compliqué, et ça fait partie pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des entreprises grand public ou avec beaucoup de clients, vous êtes souvent interpellés sur tel ou tel cas particulier, vous dites « ah bah oui, moi j'ai un problème ». Évidemment qu'il y a des situations qui sont difficiles, il y en a peut-être dans la salle. Ce que je constate, c'est quand on regarde les chiffres, Banque de France, pas nos chiffres, le crédit augmente en France de l'ordre de 4% par an, et c'est le seul pays d'Europe où ça augmente. Donc c'est le seul pays d'Europe où les banques font leur travail. Alors après, évidemment, il peut y avoir des situations, je dirais, individuelles plus compliquées. Mais encore une fois, nous faisons notre travail avec le caveat que je disais. C'est bien de faire notre travail, mais attention à ce que ça veut dire sur la situation financière des entreprises, sur la marge des entreprises et sur la compétitivité du site France. Le crédit ne remplace pas tout. C'est bien ce qu'a montré les 30 dernières années. Caroline Weber, votre point de vue, le directrice générale de Middlenex, et donc qui est accompagnée justement des entreprises. Donc oui, Middlenex, c'est l'association des valeurs moyennes cotées en France. Je suis également présidente de l'association européenne. Donc ça rassemble à peu près 10 000 entreprises en Europe. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors la bourse, c'est pas fait pour toutes les entreprises, c'est fait pour un petit nombre d'entreprises. Néanmoins, là aujourd'hui où il y a un vrai problème de compétitivité en France, on est quand même le seul pays qui avons donné notre bourse à des intérêts étrangers. Donc aujourd'hui, la bourse française, elle est pilotée par New York, et donc on a ce qu'on mérite, c'est-à-dire qu'avant on avait 30 personnes sur le terrain, maintenant on en a 3. Pour les comparaisons allemandes que tout le monde adore, il y en a 80. Les cotisations ont fortement augmenté, et aujourd'hui, je vois pour les valeurs moyennes qui souhaiteraient se coter en France, il n'y a plus d'interlocuteurs, il n'y a plus de proximité. Je pense que donc on sort de l'angélisme, là on est dans la réalité effectivement très difficile à gérer, mais qui est celle des entreprises. Dans la vraie vie, quand une entreprise qui souhaite se coter en bourse, aujourd'hui c'est quasiment plus facile d'aller en Allemagne ou en Angleterre, ce qui est quand même invraisemblable sur le fond. Après, mais je ne pense pas que vous essayez d'apporter des alternatives. Alors on essaie d'apporter des alternatives, bien entendu. Alors on essaie de monter des fonds de financement autres. Donc on monte des emprunts obligataires groupés, parce que si on arrive à regrouper les ETI, on arrivera à avoir des souches obligataires qui intéresseront les investisseurs. On se bagarre sur des mécanismes d'épargne longue, sur des problématiques de proximité, pour former aussi également les dirigeants.
Et puis il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est pas tellement des questions forcément d'outils fiscaux, hein. C'est simplement une question de volontarisme politique. Si vous dites que 2% de l'assurance vie, ça va servir à financer les entreprises de la vraie vie, hein, les entreprises qui financent et qui créent de l'emploi en France, c'est que 2%, ça coûte rien. Si vous dites que demain, une partie de l'épargne salariale, en plus c'est des montants ridicules dont on a besoin, c'est 2%, c'est 3% d'enveloppes budgétaires qui existent déjà aujourd'hui, simplement il suffit de les réallouer vers le financement des entreprises de terrain. Alors, il y a une dimension régionale forte, hein. C'est vrai que les PME ETI, elles sont très loin de Paris, elles sont très loin des décideurs politiques. Et donc, peut-être que ça va être un enjeu, justement, ce changement de gouvernement pour que les présidents de région se mobilisent sur le sujet. Et c'est vrai aussi qu'il faut, je pense, un peu plus de volontarisme. Alors, l'emprunt obligataire groupé, on n'a toujours pas la réponse de la Caisse des dépôts. Donc l'objectif, c'est pas du tout d'agresser Philippe Brédy aujourd'hui en réunion. On va l'écouter juste après. Mais c'est vrai qu'à un moment, si on veut être innovant, si on veut faire bouger les choses, il faut qu'on se prenne en main et qu'on fasse avancer et qu'on redirige quand même un peu les financements vers les grosses PME et les ETI. Parce que c'est les seuls, hein, qui créent de l'emploi et de la croissance en France, hein. Philippe Brédy, justement, puisque la parole vous est ainsi proposée. Je ne vais pas répondre directement. Non, moi, non, mais pour répondre un peu à la question de la compétitivité, plus globalement sur la compétitivité, moi je vais le prendre par un autre aspect, peut-être pas les coûts comme l'a dit René Ricol, mais l'investissement. Je pense que la clé, c'est quand même le long terme, l'investissement long, et l'investissement des entreprises, c'est ce qui fait leur compétitivité. Et quand on regarde comment se financent les entreprises, enfin vous le savez en tant que directeur financier presque mieux que moi, c'est plus de 50% lié à la dette. Donc il y a effectivement un sujet de financement par la dette. Et en France, on a un système bancaire très fort. C'est par la dette bancaire essentiellement que ça se fait, notamment pour les petites PME. Toutes les entreprises ne sont pas égales face à ça. Les grands groupes, c'est plutôt 20% de dette bancaire, si je comprends les statistiques. Et le reste, il y a beaucoup de financement obligataire, effectivement. Donc la petite PME est assez fragile par rapport au financement bancaire. Elle est jugée plus à risque. Elle a une surface financière plus faible. Elle n'a pas accès aux grands groupes. Et la petite PME autonome, notamment. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mettre, j'allais dire, ensemble. Le sujet, il est beaucoup plus divers et hétérogène que cela. Si on regarde par rapport aux étrangers, notamment l'Allemagne, qui est le grand partenaire, j'allais dire, qu'on regarde, il y a des systèmes effectivement d'orientation de l'épargne vers la KfW qui lève des financements obligataires et qui refinance des banques régionales. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure René Ricol, il y a un sujet de solidarité aussi, c'est-à-dire qu'en France, il y a une mise en concurrence des banques, je sais que c'est le discours des banques, mais il y a une multibancarité. En Allemagne, il y a une plus grande proximité dans le temps entre le système financier et les entreprises, qui passe aussi par des dispositifs publics. C'est l'objet, je pense, de la Banque publique d'investissement. Ça a été dit par le ministre de l'économie, réorientation de l'épargne, plus grande proximité, guichet d'accès. C'est évidemment des choses sur lesquelles il va falloir travailler. Le deuxième grand poste, avant les fonds propres, qui est pourtant mon métier, c'est l'autofinancement. Alors je ne vais pas épiloguer sur l'autofinancement, c'est 40 à 45%. Mais ça, c'est un problème de compétitivité sur les produits, sur d'autres aspects. Je voudrais m'appesantir sur un sujet qui est l'innovation, qui renvoie au sujet du grand emprunt, notamment, même si René n'est plus là, qui est que la compétitivité, pour avoir les marges que notamment les constructeurs allemands, si on prend l'automobile, eh bien, il faut effectivement innover en permanence. Or, notre innovation, on a un bon taux de recherche et développement dans le pays, pas très loin des Allemands, elle se fait beaucoup dans les grands groupes, et elle se fait aussi sur des PME très jeunes, de moins de 50 salariés, des start-up, contrairement aux Allemands, qui améliorent leurs produits. Et on n'a pas les mêmes structures non plus de recherche et de financement de la recherche. Mais on a des atouts considérables. Et je pense qu'il ne faut pas les perdre, il faudra les développer. C'est l'objet des dispositifs publics qui ont été mis sur l'amorçage et de tout ce qu'on peut faire sur l'innovation. Donc je pense que là, on a des différences et il ne faut pas faire de complexe. Troisième point, c'est les fonds propres, et ça va renvoyer un petit peu aux banques. Alors, et au sujet de la cotation, on a des faiblesses, bien sûr, sur la cotation des PME, qui est une difficulté, mais il y a des initiatives qui sont prises pour essayer de les résorber. Je l'ai dit tout à l'heure, les petites PME n'ont pas accès au financement obligataire. C'est vrai qu'il faut essayer de trouver des solutions. Et puis, il y a le private equity, le capital développement, qui n'a pas toujours bonne presse, parce que les grands LBO lui ont peut-être atteint un peu son image. C'est notre métier à nous, CDC Entreprises, FSI Région, tous les dispositifs publics financés par le FSI et le Grand Emprunt aujourd'hui, que d'essayer de compenser un petit peu le défaut d'initiatives privées sur certains segments, notamment l'innovation et les petites PME. Et notamment dans une logique de proximité, c'est et dans une logique plus grande de proximité. Là aussi, je reviens à la notion de solidarité, c'est-à-dire qu'on se rend compte que avoir une offre financière ne suffit plus, il faut aller chercher les entreprises, il faut parler aux chefs d'entreprise plus en amont. Donc, et le dernier point quand même que je voudrais souligner, le private equity, c'est pas que du financement public.
dans le passé, dans les 6 dernières années, ça a été 25% de financement public par la Caisse des dépôts, le FSI, et les 3/4 de financement privé. Et là, on va avoir un enjeu considérable pour garder notre atout. On est le 2e pays en termes de private equity derrière la Grande-Bretagne. C'est un atout que n'ont pas d'autres pays, notamment l'Allemagne. Mais il faudra le conserver et ça va renvoyer aux règles prudentielles, à Bâle 3, Solvabilité 2, sur lesquelles on va avoir plus de mal à trouver les grands établissements financiers. Ce qui est la marque d'optimisme, c'est qu'on voit arriver quand même les grands groupes qui s'intéressent de plus en plus aux startups et à la PME, ce qu'on appelle les fonds corporate, et qu'il faut aussi ne pas casser ce qui marche, notamment tout ce qui permet de drainer l'épargne privée, défiscaliser vers ces fonds. Voilà. Michel Léger, votre point de vue justement sur ces questions compétitivité et financement? Écoutez, je crois financement que tout vient d'être dit, donc je ne voudrais pas répéter, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a frappé, on vit dans un environnement, on vit dans son pays, dans l'environnement de son pays, et je n'avais pas conscience, avant de voir des statistiques de pays étrangers, du fait qu'on était vraiment dans le tout bancaire en France, mais dans des proportions assez considérables comparées aux pays étrangers. Et je crois que la réglementation qui vient d'être évoquée va nous forcer, mais je dirais presque nous permettre de sortir du tout bancaire et puis d'explorer d'autres voies de financement qui sont effectivement le capital de proximité. Je crois qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais ça va peut-être finir par réellement voir le jour, par des fonds d'investissement, private equity, par des emprunts obligataires groupés dont Caroline Weber vient de nous parler, et puis peut-être par la bourse, parce qu'il faut quand même réaliser qu'il doit rester, je ne sais pas, 650 ou 700 sociétés cotées, moins aujourd'hui. Il y a des pays où il y en a plusieurs milliers. Et donc, il faut peut-être, mais je crois que ça va être annoncé aujourd'hui à la réunion de Paris Europlace, la création. Ça a été annoncé hier. Non, ils n'ont pas annoncé la création, ils ont annoncé qu'ils réfléchissaient. D'accord. mais je crois que la bourse... C'est un bon signe. Oui, ça fait juste 3 ans qu'on réfléchit. Oui. Hein. Je voudrais juste le dire. Les entreprises, elles sont un tout petit peu plus dans l'urgence que ça. Hein. Vous faites bien de le rappeler, Caroline. Je crois que la bourse, c'est un moyen privilégié de financement des entreprises, du moins c'est ce que j'ai appris, puis c'est ce que je continue à croire, mais à condition de ne pas, comment dirais-je, imposer des contraintes folles. Mais là, je ne voudrais pas prendre le discours habituel de Caroline Weber, je sais qu'elle serait frustrée. Il y a un autre aspect dont on n'a pas encore parlé, qui me préoccupe beaucoup, et qui, à mon avis, est très handicapant pour les entreprises, c'est l'instabilité fiscale. Bon, c'est pas ce qui s'est passé hier. Allez-y, parce que je crains que ce ne soit à nouveau un sujet de saison. C'est pas effectivement ce qui s'est passé hier qui va vraiment arranger les choses, mais dans les entreprises, elles sont par définition, elles doivent être agiles. Et donc elles sont agiles, elles ont des projets, elles font des acquisitions, elles font des fusions. Et aujourd'hui, ça devient bien difficile de faire des schémas parce qu'on ne sait pas vraiment si la fiscalité d'aujourd'hui sera la fiscalité de demain. Donc il se passe quoi ? Il se passe que les entreprises sont un peu chloroformées. Je pense que c'est un facteur très inquiétant pour le dynamisme de notre économie. Ça me fait penser, vous allez dire que la métaphore va vous paraître bizarre, mais moi j'ai l'impression d'être au Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire qu'on est dans des sables mouvants en matière de fiscalité. Donc qu'est-ce qu'on fait dans les sables mouvants ? On s'enlise, et on s'enlise, on ne peut plus bouger, et en même temps, la vague de texte arrive, telle la marée, à la vitesse d'un cheval au galop. Donc, à mon avis, ça peut très mal se terminer. Jérôme Lefébure, un point de vue, justement, de DAF sur ces questions. Vous avez l'impression d'être au Mont-Saint-Michel tous les jours à M6 ? Alors, je ne sais pas si je reprendrai cette comparaison de Michel. En revanche, ce qui est très clair, et c'est un peu ce qui se disait tout à l'heure, c'est que notre rôle à nous, les DAF, est fondamentalement de concilier tous les jours le court terme et le long terme. Mais dans cette conciliation, on va dire, on est là pour éclairer la tendance et donc faire des bons choix de long terme. Et cet environnement, on parle de fiscalité depuis hier, mais il n'y a pas que la fiscalité. Dans nos pays occidentaux, il y a tout ce qui est réglementaire. Et cet environnement réglementaire et fiscal, dès lors qu'il n'a plus une dimension de long terme, il devient un facteur de trouble, ça c'est vrai. Alors nous, notre rôle de directeur financier, fondamentalement, il évolue, et la mutation qui était dans le titre tout à l'heure de votre première intervention, je crois que c'est une de nos mutations que l'on a à gérer, c'est d'être ceux dans l'entreprise qui vont être capables de traduire, et donc on est plus que guetteur, on est aussi un peu traducteur, traduire très rapidement les conséquences de toutes ces mutations permanentes. Je cite juste un exemple, parce que je pense que le secteur des médias dans lequel nous sommes est un des secteurs les plus hyper réglementés qui soit. Et à chaque fois qu'il y a un discours de politique générale, on reparle de l'audiovisuel, compte tenu de l'importance de l'audiovisuel dans l'inconscient. Mais sur le plan économique,
on en aboutit à des décisions qui sont à l'opposé du bon sens. Et pour vous citer un exemple, quand on encaisse 100 de chiffre d'affaires, eh bien, chaque année, on doit redistribuer, parce que nous sommes finalement quelque part déjà un peu des redistributeurs directs, tant pour financer la filière du cinéma, tant pour financer l'audiovisuel public, tant. Et chaque année, ça augmente. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand en investissant dans du programme que vous pouvez tous consommer chaque jour, eh bien là, il faut mettre 100 à gauche, 100 à droite, des producteurs français, des indépendants, des Européens. Tout est complexe. La publicité est autorisée pour certains, interdite pour d'autres. L'AMF, quand on est société cotée, mine de rien, c'est un code et une emprise assez forte. Et donc oui, aujourd'hui, je pense que dans la mutation du monde, qu'il y a des grosses équations à résoudre. Nous, notre rôle de financier, je crois qu'on le joue pleinement dans l'entreprise, c'est que nous sommes ceux qui avons ce pragmatisme et je pense, cette qualité, il faut se la reconnaître. On doit dire les choses. Et on doit dire les choses quand elles sont bonnes ou mauvaises. Et donc dans une entreprise, notre rôle, il est de dire, y compris au personnel, aux équipes, aux managers, telle décision ira à tel endroit ou à tel autre. Et dire les choses au niveau macroéconomique serait fort bienvenu, mais dire les choses dans un environnement complexe comme l'est notre environnement réglementaire, ça devient parfois très compliqué. Vous motivez des salariés sur des actions gratuites, et depuis hier, vous allez devoir leur expliquer que peut-être un peu moins, peut-être différemment. Vous allez prendre une décision et puis réexpliquer plus tard qu'il va falloir changer. Et ça, je pense que c'est contraire à une dynamique de croissance, c'est contraire à la notion même d'entreprise. Et donc l'économie passe par l'entreprise, oui. Et donc nous devons, financiers, de dire la vérité, mais aussi d'alerter. Voilà. Dire la vérité, alerter, se préoccuper du long terme, ça nous renvoie également à la problématique de la gouvernance, dont on parle effectivement presque autant que de l'accès au financement des entreprises. Qu'est-ce qui, sur ces questions, vous semble des sujets effectivement pertinents, urgents du moment? Est-ce qui vous semble de fausses solutions ou des débats nuls et non avenus? Caroline Weber. Alors, la gouvernance, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Middle Next. On a écrit un code de gouvernance parce que justement, on en avait marre de la conformité. On essayait de réfléchir en termes d'efficacité, de valeur long terme pour les dirigeants. Les vrais enjeux de la gouvernance dans les valeurs moyennes et les PME, c'est quoi? C'est la solitude du dirigeant, c'est quand il commence à frôler son seuil d'incompétence, et c'est sa succession. Des vrais enjeux de gouvernance, c'est ça. C'est pas de savoir combien il y a de sous-comités qui se réunissent tous les combien de temps. D'ailleurs, le DAF, souvent, ou l'expert comptable, est le premier maillon de la gouvernance, surtout dans les entreprises de taille plus petite. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse, donc je trouve ça sympa que le législateur s'intéresse à mettre des quotas à gauche, à droite, à réglementer des comités en tout genre obligatoires. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse à la gouvernance de certaines institutions. J'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse à la gouvernance de l'AMF. Il y a 0 représentant des entreprises moyennes dans le collège de l'AMF. J'aimerais beaucoup qu'on s'intéresse à la gouvernance de l'IASB, parce que puisque vous êtes les DAF, pour les malheureux qui appliquent les IFRS. C'est sympa, les IFRS. C'est fabriqué par des gens qui ne les appliquent pas chez eux. 2/3 des personnes qui siègent dans le board de l'IASB, de l'IFRS, appartiennent à des pays qui n'appliquent pas les IFRS. Moi, je trouve qu'on a une naïveté confondante de se faire imposer des normes qui bousillent nos boîtes par des gens qui ne les appliquent même pas à eux-mêmes. Donc, ça pose des vrais problèmes de gouvernance. Là, je mets au défi, parce que je fais même le test avec les présidents, même les présidents de boîtes cotées ne comprennent plus leur compte. Même Benoît Potier l'a dit. Alors, les patrons de valeur moyenne, on me dit en général, ils sont nuls, il faut qu'ils retournent à l'école. Quand Benoît Potier le dit, patron d'Air Liquide, là, on dit c'est normal. Là, on peut peut-être écouter le discours. Mais alors, parlons de la gouvernance des entreprises. Je voudrais savoir qui sont les administrateurs qui savent lire des comptes en IFRS. Quand les présidents eux-mêmes ne les comprennent plus, c'est vachement intéressant. Je voudrais savoir quels sont les investisseurs qui comprennent aujourd'hui les comptes en IFRS. Aujourd'hui, je vois moi les entreprises cotées, les analystes financiers nous disent: est-ce que vous pourriez nous faire un deuxième jeu de compte, s'il vous plaît, sans les IFRS? Parce que sinon, on n'arrive pas à extrapoler, savoir où va votre entreprise. Donc, on marche sur la tête à un moment avec les logiques de conformité. Donc, à un moment, il faut se calmer sur la gouvernance. C'est un enjeu majeur pour les entreprises. Je suis persuadée que c'est quelque chose qui crée de la valeur. C'est quelque chose, aujourd'hui, où les dirigeants ne peuvent plus faire l'économie d'une réflexion autour de la gouvernance, mais par pitié qu'on se pose les vraies questions en gouvernance, qu'on ne soit pas sans arrêt dans la compliance. Michel Léger, vous êtes aussi vent debout sur un certain nombre de choses en la matière?
si vous voulez, après ce que vient de dire Caroline, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Sinon, je suis complètement d'accord avec elle sur l'ensemble des sujets, mais on travaille souvent ensemble, donc c'est pas très étonnant. Et au-delà, effectivement, de ce que vient de dénoncer Caroline Weber, des sujets qui vous semblent peut-être un peu plus pertinents en la matière ? Notamment dans une logique, on va dire, de croissance, de développement des entreprises, de retour à la croissance. Si vous voulez, je pense que la gouvernance dans l'entreprise et tout ce qu'on a pu mettre en place, à condition que ce soit raisonnable, obéit à deux objectifs. Un premier objectif qui est un objectif de contre-pouvoir, pour effectivement qu'il y ait quelques garde-fous et que les dirigeants ne se laissent pas aller parfois à des fantasmes, à des rêves ou à des erreurs. Et puis le deuxième objectif, c'est un objectif d'aide, c'est un objectif d'accompagnement. Et je pense que si on a une gouvernance qui satisfait à ces deux objectifs, on a tout bon. Effectivement, si après on réglemente dans le détail le fonctionnement du comité d'audit, qui est différent du comité des risques, du comité de la stratégie, du comité des rémunérations, si on cherche désespérément des administrateurs féminins parce qu'il n'y en a finalement pas beaucoup, et si la réponse à la parité, c'est de dire on va laisser 3 administrateurs, comme ça au moins on sera sûr de trouver une femme, je pense que la gouvernance vue comme ça, c'est même pas la peine d'en parler. Caroline Weber, je ne peux pas vous lancer sur ce sujet. non, mais Attends, je suis une femme, allez-y rapidement. Je suis une femme, je suis plutôt féministe et je suis administrateur de société, côté, pas côté. Franchement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette loi ? C'est un vrai gâchis en termes de gouvernance. Et franchement, c'est pas un progrès pour les femmes. On va avoir des conseils d'administration de 3 ou 4 personnes. Si vous êtes coté, en plus, il faut faire 3 comités. Dites-moi quelle est l'intelligence de faire 3 comités. Il faut appeler un chat, ils seront bidons, il ne faut pas déconner. Hein. Parce que faire des comités de 1 ou 2 personnes, quand vous avez un conseil d'administration de 3 ou 4 personnes, alors on va parler de la collégialité de la décision, on va parler de la pertinence de l'approche long terme. Là, on va parler de la responsabilité réelle des administrateurs. Là, on est parti dans un schéma d'organisation qui est juste idiot. Moi, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, j'interviens aussi beaucoup dans les entreprises cotables, donc dans les grosses PME, les ETI, les formes de gouvernance les plus intelligentes, les plus sophistiquées, mais en termes de création de valeur, je ne parle pas en termes de complexité administrative, c'est dans les boîtes non cotées. Pourquoi c'est dans les boîtes non cotées ? Parce que quand un dirigeant a décidé de faire la gouvernance, comme il n'a pas de cadre de contrainte, il prend une feuille blanche et il dit qu'est-ce que je mets en place pour que ça serve ma boîte et que ce soit utile. Et alors il fait un comité, il l'appelle comme il veut, il y a des comités de pilotage, comités stratégiques, comités tartempion, il fait comme il a envie, il fait ça avec la fréquence qui va bien, il met 1 ou 2 indépendants parce qu'il a compris que le regard de l'extérieur, ça allait le challenger, ça allait le faire progresser, et finalement là, on a des vrais comités stratégiques, des vrais conseils d'administration. Et dans les boîtes cotées, on est de plus en plus dans une mascarade. Philippe Brédy, sur ces questions, et au-delà sur peut-être les leviers de croissance que vous préconisez. Ouais, simplement pour exactement dire ce qu'a dit Caroline, c'est-à-dire que, puisque nous on est dans le non-coté, la gouvernance, ça doit aider le chef d'entreprise, ça doit être le double regard qui lui permet d'éviter de faire des erreurs, c'est une forme d'accompagnement au sein du conseil, et ça prend de plus en plus... On aurait pu croire que les PME non-cotées allaient s'extraire, j'allais dire, des règles qu'on voit dans les groupes cotés. En réalité, elles sont assez preneuses et on a de plus en plus des directoires, conseils de surveillance et des structures de gouvernance qui s'inspirent de ce côté double regard. Au-delà, pour effectivement passer tout de même sur les questions de croissance, sur les leviers de croissance que vous préconisez ou ceux que vous voyez le plus utiliser les entreprises que vous accompagnez, entre l'innovation, entre le développement à l'international. Si vous voulez, il y a 3 sujets peut-être pour la croissance des entreprises. Bon, l'innovation, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très important. Et encore une fois, on n'a pas de complexe à faire. On a un tissu de petites PME de moins de 50 salariés qui est très fort. Notre difficulté, c'est parfois de les convertir, effectivement, de les faire croître en ETI grands groupes. Et ça suppose un accompagnement dans la durée, des financements longs, des fonds qui peuvent être là présents à plusieurs tours de table et des passations de relais entre le système du private equity et ensuite la bourse ou d'autres, ou l'adossement à des grands groupes. Premier sujet. Le deuxième, c'est justement à l'autre bout de la chaîne peut-être, la transmission des entreprises, parce qu'on a aussi des chefs d'entreprise qui tardent trop, je vais dire, à penser à la suite pour leur entreprise. Certains, aujourd'hui, il y a aussi une génération de gens qui cèdent de plus en plus jeunes, qui ont une vision plus patrimoniale, et donc on est confronté à des situations qui ont trop traîné et sur lesquelles il faut anticiper, j'allais dire, les problèmes de transmission et de consolidation d'entreprise. C'est pas facile parce qu'il y a une aversion des chefs d'entreprise à l'ouverture de leur capital, et les fonds propres sont la clé dans les 2 sujets que je viens d'évoquer. Et le troisième, c'est aussi l'export, mais avec une dimension qui peut être de la croissance externe, de l'implantation à l'étranger. On est encore dans l'investissement. Donc on a des PME qui sont, quand on regarde les statistiques globales, plutôt mieux capitalisées que les autres pays européens, puisqu'elles ont 12% de fonds propres et que les Allemands eux-mêmes sont en dessous. Ils ont moins la culture des fonds propres. Mais on a des petites PME. Donc on va avoir besoin de plus en plus de renforcer l'accès
indépendamment du système bancaire, à d'autres formes de financement, effectivement, et notamment au marché, en direct, en contournant, on va dire, BAL 3 et Solvabilité 2, pour que permettre le financement de cette croissance. Et ça touche les 3 segments que je viens d'évoquer. Pour terminer avec nos amis directeurs administratifs et financiers, en quelques mots, Jérôme Lefébure, dans votre entreprise, les leviers de croissance pour les temps à venir, quels sont-ils ? Je pense qu'il y a l'innovation, bien sûr, comme partout dans tous les métiers, et également, je pense, la flexibilité. C'est que dans cet univers en mutation, et avec tout ce que je disais tout à l'heure, nous devons, nous, financiers, qui souvent avons le devoir de dire non ou de limiter les choses, eh bien, il faut savoir dire oui, mais il faut savoir dire un oui qui oriente l'entreprise vers du flexible. Et ce sera je pense, un des seuls axes pour arriver à passer le gros temps qui s'annonce. Philippe Brédy, en 15 secondes. Simplement pour dire qu'il faut jouer collectif, et c'est ce qu'on fait effectivement avec les DAF et avec Agnès Bricard et les experts comptables. On ne peut pas être seuls les financiers la clé de la croissance. Il faut travailler en réseau, mettre en place des outils pour travailler collectif, comme le fait le Mittelstand allemand, entre le réseau bancaire et les entreprises. Et on a besoin de toucher très en profondeur les entreprises via des réseaux comme les DAF et les experts comptables. Bertrand Badré, vous qui aimez les sports collectifs, justement, la Société Générale. Et à titre personnel aussi. Non, moi je crois qu'il y a une question fondamentale qui est celle à laquelle on est confronté aujourd'hui, qui est la question du financement du long terme. C'est bien ça dont on parle. Malheureusement, on a pris toute une série de décisions. Alors, est-ce qu'on les a pris consciemment ou pas depuis 5 ou 6 ans ? Ce soit les normes comptables, ça a été dit, ce soit les normes prudentielles, que ce soit les normes sur l'assurance, etc. Alors, sans rentrer dans le détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le crédit sera moins abondant et moins cher. Ça veut dire que le financement de long terme, par les assureurs notamment, sera moins abondant. Et la France, contrairement à ses voisins, n'a pas de grands investisseurs de long terme. On ne va pas se raconter des histoires. J'ai beaucoup de respect pour la Caisse des dépôts, mais elle est un peu toute seule de son espèce. Et c'est pas parce que on ne va pas financer la croissance avec le grand emprunt et le FSI éternellement. Donc il faut retrouver un peu de souplesse. Il faut ressortir de cette vision, je dirais, instrumentale des choses, qui fait que la France est déjà pénalisée et va être pénalisée. Bien sûr qu'il faut réfléchir indépendamment du secteur bancaire. J'ai aucun problème avec ça. Simplement, aujourd'hui, on nous propose rien en face. Donc on est en train de repartir, j'espère, vers de la croissance avec des poids aux pieds extrêmement lourds. Et dernière chose pour conclure, moi je crois, on a beaucoup parlé de croissance. La croissance, je trouve que c'est un mot un peu dangereux. Alors pardonnez-moi de conclure comme ça. La croissance, c'est une vision un peu arithmétique des choses. C'est l'année prochaine faire plus que cette année. Et c'est assez facile, on l'a fait pendant 30 ans en se shootant d'une certaine manière. C'est un peu comme la cellule cancéreuse, la croissance. Ça se multiplie, on l'entretient. Et c'est finalement, on ne sait pas où ça va. Moi je crois qu'il faut d'une certaine manière qu'on abandonne le mot croissance pour retrouver les vertus du développement. Le développement, c'est mettre les choses dans le bon ordre, comme elles doivent être préparées, dans un cadre, avec un projet. Et c'est ça, à mon avis, la clé. Il faut qu'on retrouve une vision de développement, une vision de long terme, et on ne la retrouvera pas dans cette espèce de folie réglementaire à tous les niveaux où on n'a plus la maîtrise de l'environnement où on est. Donc objectif, le développement, à savoir la croissance sans EPO, si j'ai bien traduit vos propos. Merci beaucoup. Un peu plus que ça. Merci beaucoup. Merci de ces analyses. Merci d'avoir partagé également votre pratique professionnelle. Nous allons, avant la table ronde suivante, découvrir le baromètre de la fonction DAF qui va nous être présenté, entre autres, par Michel Léger et par Béatrice Gestin. Merci madame, merci messieurs. Donc pour présenter effectivement le baromètre CNCC BDO de la fonction DAF, Béatrice Gestin de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, vous êtes membre du bureau national, et Michel Léger, donc président du directoire de BDO. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Donc, les Échos, la compagnie des commissaires aux comptes et le cabinet BDO se sont associés pour mettre en place et réaliser un baromètre de la fonction DAF en 2012. Au cours du mois de juin, 10 000 directeurs financiers ont été interrogés au travers de mails qui leur ont été envoyés pour mieux cerner la réalité de leur fonction, comprendre comment ils se voient, comment ils perçoivent leur métier et comment ils envisagent l'avenir. Alors, dans un premier temps, on va voir ensemble quel est le contexte, quel contexte ils voient pour leur entreprise et quels sont les enjeux pour leur fonction. Alors, pour faire écho à des données qui ont déjà été évoquées
en début de cette manifestation, vous verrez que pour les DAF, ils ont une vision défavorable, voire très défavorable, de l'environnement économique actuel, puisqu'ils sont 88% à avoir une vision pessimiste des choses. Étonnamment, cette vision négative chute à 54% dès lors qu'ils s'intéressent à la vision de leur propre entreprise. Donc pour faire écho à ce qui a été dit précédemment, il semble que les DAF, d'une manière générale, aient une vision globale macroéconomique de l'économie plus négative que celle qu'ils ont de leur propre environnement. Donc deux choses, soit la population des DAF sont influencées par les propos souvent négatifs sur l'économie relayés par les médias, ou alors ils sont rassurés par les capacités et le potentiel de chacune des entités au sein desquelles ils travaillent. Michel Léger. Oui, question suivante, et là ça a été aussi une surprise. On a essayé de savoir quels étaient les leviers de croissance pour les 12 prochains mois dans les entreprises. Et ce qui vient, alors on a classé, je dirais, les répondants en 3 catégories, les défensifs, les offensifs et les super offensifs. Et on s'aperçoit, mais c'est peut-être pas étonnant dans un environnement un peu de crise, que les défensifs sont largement majoritaires, puisque les 3 leviers qui arrivent en tête, c'est la réduction des coûts, l'amélioration de la productivité et la satisfaction client. Donc on fait en sorte que tout soit bien rangé sur le pont du navire, et on ne se préoccupe pas ou moyennement de croissance externe, de diversification vers d'autres marchés géographiques ou vers d'autres métiers et d'autres produits. Donc ça a été un petit peu une surprise, et moi ce qui me surprend aussi, c'est de dire quels sont les leviers de croissance, et le premier levier de croissance, c'est la réduction des coûts. Bon, ça interpelle un peu quand même. Alors, on a essayé d'approfondir un peu la question, et donc on a demandé quels étaient les 3 dossiers prioritaires dans l'entreprise pour le DAF dans les 12 prochains mois. Et là, on a un peu la confirmation de la question précédente, puisque c'est l'amélioration des indicateurs de pilotage. Donc je pense qu'il y a 2 beaux jours dans les mois qui viennent pour l'amélioration ou la mise en place de reporting et de tableaux de bord. Ce sont les systèmes d'information et c'est la maîtrise de la trésorerie. Donc des préoccupations extraordinairement concrètes, plus que la dématérialisation, l'amélioration de l'information financière, là où tout le monde considère que le plus gros est derrière nous, où certains commencent à baisser les bras devant la complexité des IFRS, par exemple, pour faire allusion à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Quant à la responsabilité sociale et environnementale, est-ce que la RSE, c'est quelque chose qu'on met de côté pendant la crise, ou est-ce que finalement tout ça est un peu nouveau et a encore besoin d'être digéré? Ce n'est pas la réponse à la question. Alors, une autre préoccupation ou un autre centre d'intérêt de ce baromètre était de savoir quels sont les partenaires des DAF. Et donc, il ressort de ce sondage que les commissaires aux comptes, les experts comptables, sont des partenaires privilégiés des DAF. Donc, nous 3, nous nous réjouissons largement de ce résultat. Et effectivement, les commissaires aux comptes, les experts comptables sont au quotidien présents auprès des DAF. Ils partagent les mêmes préoccupations du respect réglementaire, de l'amélioration de la performance des entreprises. Je voulais aussi souligner que dans certaines entités, et notamment les plus petites d'entre elles, les DAF sont souvent confrontés peut-être à une certaine solitude dans l'exercice de leurs fonctions. Le nombre de présents au jour d'aujourd'hui à ce premier congrès est le signe peut-être de cette attente qu'il y a pour les DAF de se regrouper. Et donc les commissaires aux comptes, les experts comptables, les avocats permettent aux DAF, parfois dans l'isolement de leurs fonctions, d'avoir une ouverture sur l'environnement économique et confronter leur opinion par rapport à d'autres professionnels qui ont la possibilité d'avoir une vision peut-être plus large.
Avant qu'on fasse disparaître cette slide, il y a deux choses qui m'interpellent sur cette slide. La première, mais Bertrand Badré n'est plus à la tribune, mais c'est que les banquiers ne s'en sortent pas si mal. Je m'attendais à pire. Non, mais on voit que notre ami de la Société Générale, effectivement, était plutôt bien dans ses baskets. Et il y a une autre chose qui me surprend, c'est que si vous vous souvenez de la slide précédente, l'amélioration des systèmes d'information venait en deuxième position. Et là, la cote des conseils en système d'information sur cette slide-là, donc la suivante, n'est vraiment pas terrible. Donc, où c'est inquiétant, où il y a une place à prendre, et moi je pense... On va dire qu'il y a une marge de progression. Je pense depuis un certain nombre de décennies, et c'est un message pour Agnès Bricard et mes confrères qui sont dans la salle, que les experts comptables peuvent peut-être en faire beaucoup plus dans ce domaine. Alors, autre volet, quelle qualité pour faire la différence et quelle perspective pour la fonction? Donc là, on a demandé aux DAF quelles étaient les qualités qu'elles estimaient être essentielles pour assumer pleinement leur fonction. Et donc, il ressort comme première qualité celle d'être communicant. Effectivement, on peut mettre cette qualité, on peut la raccrocher à la troisième qualité, celle d'être ouvert. La fonction de DAF est une fonction centrale au sein de l'entreprise. Les directeurs financiers sont très souvent, voire toujours, associés au sein du comité de direction, et ils doivent pouvoir faire partager la préoccupation financière à tous les intervenants opérationnels de la société. Informés, effectivement, comme il a été dit à nombreuses reprises depuis ce matin, les DAF sont garants du respect de la législation, de la réglementation, et ils doivent toujours se tenir informés de toutes ces évolutions dans un environnement qui est particulièrement changeant. Alors, on voit que dans les caractéristiques qui sont moins présents, créatifs, ambitieux, conservateurs, je trouve qu'il est intéressant de voir qu'il y a malgré tout des caractéristiques, donc type, qui ressortent pour la fonction DAF. Il serait aussi intéressant d'interroger les dirigeants d'entreprise pour savoir si ces compétences sont exactement celles aussi requises par les personnes avec lesquelles ils travaillent. Et on aura l'occasion de le faire lors de la table ronde suivante, où on aura un binôme justement PDG-DAF et on verra comment tout cela fonctionne. Alors sinon, sur comment évolue la fonction, alors là je crois qu'on a la confirmation de ce qu'on pressentait, mais elle est évidente, elle est lumineuse. Évolution vers plus d'implication stratégique dans l'entreprise, plus proche des fonctions opérationnelles, basée sur des savoir-faire à la fois stratégiques et managériaux, impactés par les nouvelles technologies. Donc on sent une évolution très nette du DAF, d'un rôle, je dirais, qui était un rôle, c'est ce que j'ai dit aux journalistes, et c'est repris dans le journal ce matin, on est passé du caissier au navigateur, je dirais presque au copilote. Et en parlant avec Jérôme Lefébure, là, tout à l'heure, avant la table ronde, il me disait effectivement qu'il avait vraiment l'impression d'être assis dans le siège du copilote pendant le rallye. C'est pour ça que isolé dans l'entreprise vient en dernière position. Populaire dans l'entreprise, effectivement, le DAF a à dire les choses et ça ne le rend pas nécessairement toujours populaire. Et puis, alors là, ça a été une surprise parce qu'on ne s'attendait pas à un tel raz-de-marée. Ils sont heureux. Ils sont très heureux. 98% considèrent occuper une fonction très intéressante ou intéressante. Et puis, ils sont même 94% qui le conseilleraient à un jeune pour sa carrière, pour son avenir. Donc on est en présence de gens heureux et c'est très agréable. Merci beaucoup pour cette radiographie, en fin de compte, de la communauté des DAF. On va rebondir sur cette étude et puis au-delà, on va voir un petit peu plus précisément ce qu'il en est de la réalité du métier, de la façon dont il évolue, avec les participants à notre table ronde qui nous ont rejoints. Je vais très rapidement les présenter. Donc, à votre droite, Madame Gestin, nous accueillons notre amie Agnès Bricard, présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. À côté d'elle, Jérôme Haas, qui est président de l'Autorité des normes comptables. Et puis, je vous avais promis un binôme, effectivement, dirigeant de l'entreprise, directrice administrative et financière. Il s'agit de Corinne Lebovitz, qui est PDG du Guide.com.
Et à ses côtés, Anne Samac de la CERDA, qui est donc le DAF de cette même entreprise. Soyez les bienvenus toutes et tous. On va peut-être commencer par vous faire rebondir sur certains des enseignements de ce baromètre. Peut-être d'abord la sensibilité à l'environnement, un environnement, je cite, jugé massivement défavorable. C'est entre autres lié à l'environnement réglementaire. C'est un sujet qui vous est cher, je crois, Jérôme Haas. Le DAF, son environnement réglementaire et la manière dont il peut mieux s'y adapter. Donc peut-être on peut l'aider à mieux s'y adapter. Et la manière dont il peut aussi nous aider à mieux l'adapter, cet environnement réglementaire. D'abord, ça, c'est une ouverture qui n'était pas forcément prévue, mais alors justement, c'est d'autant plus passionnant. Non, je voudrais d'abord dire que je suis frappé par ce qu'a dit Michel Léger, d'abord parce que le mot auquel j'avais pensé, c'était copilote, donc c'est vraiment le même. J'étais pas sûr qu'il soit bon, mais apparemment j'avais bon du premier coup. D'habitude, j'avais réfléchi, j'avais pensé au premier violon pour le distinguer du chef d'orchestre, j'avais pensé au capitaine de l'équipe par rapport à l'entraîneur. Copilote, c'est bien. Oui, et la voiture de rallye pour la conjoncture actuelle, c'est pas mal non plus. Voilà. Bon, en tout cas, on y est, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est déjà au centre, le directeur financier, il n'y a pas de doute. Mais Michel, vous avez aussi dit, on peut aller plus loin. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a d'abord un point sur lequel je voudrais insister, en ne redisant pas déjà tout son rôle de gardien des comptes, son rôle de stratège, on l'a vu. Mais il y a un point... avant d'en venir à la question de l'environnement réglementaire. C'est le point d'innovateur. Il faut qu'il soit innovant. Pourquoi? Parce que, je ne répéterai pas ce qui a été dit, sur BAL 3, sur Solvency 2, sur toutes ces réglementations, peu importe la cause, le fait, c'est que la situation du financement des entreprises va changer radicalement. Il va falloir aller chercher l'argent. Il y a des questions de dispositifs publics, c'est fondamental, Philippe Brédy en a parlé, c'est vrai. Et ce sera très important, et dans tous les pays du monde, pas que l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, partout, il y a des dispositifs publics. Mais il n'y a pas que ça, ça c'est l'offre de financement, mais la demande doit aussi jouer son rôle, il va falloir aller les chercher, il va falloir être innovant, il va falloir inventer des solutions complètement nouvelles de financement. Et donc c'est un point sur lequel je voulais insister, on a besoin de directeurs financiers, directeurs administratifs et financiers innovants. Mais je crois que si on va plus loin, l'idée principale qui me vient, c'est que il y a, compte tenu du rôle central du DAF, il y a à ce qu'il joue, il y a pour lui une option, une possibilité, et même plus que ça, à jouer son rôle dans la cité, complètement. D'abord, c'est son intérêt professionnel, parce qu'il peut influencer son environnement. Ensuite, je crois que c'est un intérêt personnel pour beaucoup, parce que ça permet aussi de jouer un rôle au-delà de son entreprise. Mais troisièmement, je pense que c'est même sa responsabilité, une espèce de responsabilité citoyenne du DAF. En tout cas, je peux vous dire que nous en avons besoin. Nous en avons besoin parce que si nous voulons faire des normes qui tiennent compte de la vision dont ils sont les dépositaires, nous avons besoin d'eux. Moi, j'essaye de faire des normes qui en tiennent compte. Exemple, nous venons de sortir une norme sur la manière de comptabiliser les quotas de CO2. Dans cette norme, on a fait une bifurcation. Il y a ce qui concerne les grandes entreprises qui vont spéculer, c'est très important. Mais il y a ce qui concerne aussi les entreprises qui vont simplement acheter les quotas dont elles ont besoin pour produire. Et il faut quelque chose de simple et de stable et de compréhensible. Autre exemple, les instruments financiers, il y a des normes très compliquées. Les IFRS, je suis le premier à dire à quel point c'est compliqué. Nous allons en normes françaises proposer des normes beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes, beaucoup plus intuitives, beaucoup plus compréhensibles. Il y avait un besoin, on va le combler. Les annexes des comptes sont trop lourdes, on fait des propositions pour les alléger. Mais nous attendons encore la réaction des uns et des autres lorsque ce n'est pas nous qui avons la totalité du pouvoir entre nos mains, lorsqu'il s'agit par exemple des normes IFRS, lorsqu'il y a des dispositions européennes qu'il faut ajouter. Et la voix des DAF, leur participation aux instances, à l'autorité des normes comptables, mais aussi à l'AMF, partout, votre présence, votre implication, votre voix est absolument indispensable. Vous avez la possibilité d'influencer significativement votre propre environnement. Mais Jérôme, ce qu'on vous demandez effectivement au DAF d'être innovateur, c'est pas une injonction contradictoire, parce qu'être gardien du temple et innovateur en même temps, il faut reconnaître que c'est un petit peu difficile. Non, ils sont gardiens du temple parce que c'est les gens qui savent que si on dépense plus qu'on gagne, on a un problème assez rapidement. Oui, donc on n'oublie pas les fondamentaux tout de même. Voilà. Donc de ce point de vue-là, j'en dirai un mot, c'est eux qui savent vraiment ce que c'est que les comptes, et j'en dirai un mot, je crois qu'il faut que d'ailleurs le mot comptable retrouve un peu sa noblesse. Et c'est vrai qu'on en a tous un peu assez d'entendre ce mot comme étant plutôt une critique et une injure, quelque chose d'un peu méprisant. Pas ici. Alors qu'en réalité, c'est celui qui tient les comptes et c'est celui qui rend les comptes.
Donc je pense que ce métier est noble et qu'il doit construire sur cette noblesse pour jouer complètement son rôle. Et de ce point de vue-là, chaque ligne des comptes devient de plus en plus complexe, les enjeux sont de plus en plus ouverts, différents, les contraintes de plus en plus fortes. Et c'est à lui de chercher, surtout ce qui concerne notamment la mobilisation des moyens et singulièrement des financements, c'est à lui d'avoir des idées, de trouver des combinaisons nouvelles, originales. C'est ça véritablement son rôle. Je dois vous dire que c'est ça qui doit nous permettre de trouver en France notre propre génie, et on en a tous les moyens, qui nous permet de fabriquer notre environnement et que, fort de la manière dont on fonctionnerait, dont on fonctionne déjà avec un certain succès chez nous, on puisse peser sur la fabrication des normes internationales, bancaires, comptables, assurantielles, toutes. C'est quand on a une vision précise de ce que l'on sait faire et de ce que l'on peut faire chez soi qu'on peut forcer, et j'ajoute au débat qu'il y a eu jusqu'à présent cette dimension-là, la manière dont se produisent les normes internationales qui ensuite déterminent si profondément, sans qu'on en parle toujours suffisamment, elles sont complexes, elles sont lointaines, elles ne sont pas écrites en français, mais qui déterminent en fait si profondément les adaptations de ce que vous avez appelé dans votre question l'environnement réglementaire en général. Merci beaucoup. Agnès Bricard, sur cette sensibilité justement à l'environnement, vous qui, effectivement, aux côtés de l'ensemble, avec l'ensemble des experts comptables, aidez les directeurs administratifs et financiers à s'adapter à cette nouvelle donne, on est dans une période riche en la matière. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? D'abord, plusieurs choses. On a parlé du classement du banquier à 49%. Moi, ça ne m'étonne pas. Il y a 10 ans, on avait fait déjà ce classement, et c'est vrai que l'expert comptable arrivait le premier, bien avant d'ailleurs le commissaire aux comptes, parce qu'on sait bien que le commissaire aux comptes ne peut plus faire de conseil. Donc, expert comptable premier, mais le banquier arrivant à 49%, c'est normal, puisque la France, il faut que vous sachiez, à 95%, c'est du financement bancaire. Donc, il est normal qu'un directeur financier, quand il parle de financement, il aille voir les banquiers. Et quand on voit les 5 réseaux bancaires qui sont réunis à la Fédération française bancaire, ben nous, les experts comptables, on est allés les voir. Et on leur a dit, on peut vous proposer, dans ce qu'on appelle les experts comptables, la marque expert comptable, on peut vous proposer justement un certain nombre de pistes de réflexion. Et c'est ce qu'on a fait avec eux. Et c'est pour ça qu'on va vous le proposer, sachez-le, dans un certain nombre de conférences. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a des financements alternatifs. Et là, ce n'est pas assez développé. Et ces financements alternatifs, Philippe Brady, la Caisse des dépôts, entreprise avec le FSI, Yves Gillet, justement, les experts comptables, il y a plus d'1 an, on est allé les voir en disant, vous êtes 300 salariés chez vous. Est-ce que vous imaginez que vous allez inonder les entreprises qui ont besoin de vous? Et quand le rapport de la Cour des comptes a dit, quand on mettait des milliards sur la Caisse des dépôts, qui sont quand même des fonds publics, à quel titre il y avait aussi peu de retours? Et on en a parlé beaucoup. Alors on est allé voir Philippe Brady, et on lui a dit, si on collaborait, si on mettait ensemble vos 300 correspondants et nos 19 000 experts comptables, et on est allé plus loin, on a dit, si on mettait aussi les DAF, si on parlait enfin en transversalité, qui mieux que des DAF peut identifier les entreprises à potentiel pour qu'ensuite on puisse les flécher. Et vous aurez cette grille qu'on a préparée, que Philippe Brady a accepté que je puisse largement diffuser sur le stand du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et à une conférence. Mais on va aller plus loin. Qui mieux que les DAF? Quand je dis les DAF, ce sont les contrôleurs de gestion. Ce sont tous les directeurs qui sont présents et qui ont un rôle à jouer, bien sûr, d'innovation. Mais vous savez quand même qu'on risque son poste de travail quand on est innovant. C'est normal que ça soit dans des classements, quand même, qui soient loin devant ce qu'on a vu en numéro 1. Quand on sait qu'il y a la subordination. Donc on me parlait d'innovation. Quand on est soi-même à s'engager, on peut. Mais quand vous êtes en tant que DAF ou autre, et qu'on est salarié, il y a des limites. Tandis que les seules limites qu'il n'y a pas, c'est de remonter le plus de dividendes. Donc c'est vrai que dans les classements que vous avez opérés, ils sont très, justement, enseignants et pas du tout confusions. Donc je vais revenir à la Caisse des dépôts pour vous dire, les financements alternatifs, ce sont les 200 fonds qu'il y a à la Caisse des dépôts, entreprises, dont 20 en direct. Et dans les 20 en direct, parce qu'après les autres, ce sont des fonds de fonds, vous les connaissez, vous les DAF. Le problème, c'est qui est qui et qui fait quoi. Et donc nous, les libéraux, on a décidé de vous donner, en accord avec le groupe CDC Entreprises,
Un, la grille de lecture modélisée pour identifier qui mieux que vous peuvent identifier. Et deux, vous donner la possibilité directement d'avoir les interlocuteurs de la Caisse des dépôts en appelant les libéraux. C'est comme ça qu'on fera un pays moderne. Ce n'est pas les pouvoirs publics qui doivent nous expliquer avec un système d'entonnoir. Voilà où il faut se situer. C'est bien le transversal. Experts comptables libéraux et experts comptables salariés ensemble. Et la Caisse des dépôts, elle a dit « je suis prête à le faire » et vous avez l'ouverture sur les 200 fonds. Et donc Philippe Brady qui nous a quittés parce qu'il a une audition, figurez-vous, aujourd'hui, il faut tous dire, il y a Bruno Parent qui est l'ancien directeur de la DGI, mais aussi l'ancien directeur de l'autorité de la concurrence qui s'appelait la direction. Il auditionne en ce moment le patron d'Oseo, le patron de CDC Entreprises, le patron FSI, Ubifrance pour leur dire « dites-moi, pour faire une banque publique d'investissement, l'unique et seul, il faut un président. Qui va s'aligner ?» Donc aujourd'hui, c'est important que ce 4 juillet, où nous sommes réunis pour la première fois, nous sachions quand même qu'à 30%, là où nous sommes à moins de 10%, nous allions sur des financements alternatifs, dont les fonds de fonds, dont les fonds directs. Ce sont des fonds publics, ils nous appartiennent. C'est là-dessus que nous avons voulu, nous, les libéraux, vous apporter des offres de conseil. Et quand on parle de Mildex, Madame Caroline Weber, c'est vrai que vous m'avez parlé de la parité, de la gouvernance, mais quand aujourd'hui vous voyez apparaître les chiffres de parité dans les sociétés cotées, c'est pas qu'un gadget. Les anglo-saxons, ils jouent jamais avec des gadgets. Ils disent que quand il y a un homme et une femme dans les conseils d'administration, ça doit arriver à faire des points de croissance. Parce qu'il y a tellement de non-dits dans les conseils d'administration dirigés par 80% des hommes, alors que quand les femmes interviennent, et comme vous l'avez fait si bien à l'estrade tout à l'heure, vous êtes intervenu avec quoi? Une vérité claire, des mots justes. Ce qu'on demande aujourd'hui, les anglo-saxons, eux, ils ne font pas d'affectif. Ils disent, si je mets un homme et une femme dans des conseils d'administration, jusqu'à 40% en 2017, et dans le secteur public, en 2018, eh ben nous pourrons peut-être dire des choses qu'avant on ne disait pas dans les conseils d'administration. Et donc si aujourd'hui vous avez la Fédération des femmes administrateurs, c'est parce que pour la première fois, comme aux États-Unis, il y a une seule plateforme, une seule, où il y a aussi bien les énarques femmes, qui s'appelle Administration moderne, que les femmes privées, qu'elles soient avocates, experts comptables, huissières, et même les banquières, les fameuses financières. Toutes, on va être présentes pour qu'on n'entende plus, mais où sont les femmes compétentes? Elles seront présentes sur cette seule et même plateforme. Merci. Et donc, nous ferons ainsi la gouvernance, la vraie et la nouvelle. Et c'est pour ça que je voulais dire à tous les DAF, à l'ensemble de ceux qui sont venus aujourd'hui, que réellement la nouvelle gouvernance, elle doit exister parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a une éthique, et qu'aujourd'hui, nos entreprises, elles ont besoin d'éthique, de valeurs, de croissance, de compétitivité. Voilà ce qu'était le message des experts comptables libéraux et de l'ordre des experts comptables. Merci pour ce plaidoyer. Michel Léger, une réaction très rapidement. Alors, je voulais juste intervenir sur ce que vient de dire Agnès. Dans les pays anglo-saxons, c'est peut-être une réalité, mais pour en arriver là, ils n'ont pas eu besoin de texte. Et il se trouve que la Norvège... Très rapidement, Agnès, oui, très rapidement, je réponds 15 secondes. 2 secondes. 1, la Norvège a commencé la première, la France a continué. 2, la communauté économique européenne, il y a 15 jours, s'est emparée d'un amendement sur les quotas. Parce qu'il y a 30 ans, quand on a dit il faut mettre des quotas pour réussir, ils nous ont dit non, c'est anticonstitutionnel. 30 ans après, il n'y a pas eu de progrès. Quand il n'y a pas de progrès, les anglo-saxons, ils disent, la Norvège en l'occurrence. Donc, sachez-le, Bruxelles s'est emparée il y a 15 jours, met l'amendement en route, et je voudrais saluer le travail du directeur du Trésor français, Ramon Fernandez, qui est le premier à porter ça au niveau de la communauté européenne il y a 15 jours. Merci, Monsieur Léger. Au-delà de la parité, puisque vous l'incarnez si bien, ma chère Corinne Lebovitch, je vous voyais approuver tout à l'heure, effectivement, l'idée, la proposition d'Agnès Bricard de peut-être mieux flécher qui fait quoi dans cet environnement. Vous pâtissez justement de la complexité de l'environnement, de l'accompagnement des entreprises? Alors, ce matin, en écoutant monsieur le DAF de M6, je me suis dit, oulala, on aurait dû écouter le discours de héros du Premier ministère, parce qu'apparemment, il y a des problèmes de fiscalité sur les actions gratuites. Oui. Donc, on vous confirme. Voilà, et donc, en tant que chef d'entreprise de PME, évidemment, j'ai fait autre chose hier, plutôt que d'écouter héros. Et donc, vous avez le résumé dans les Échos ce matin, je vous fais ma petite pub aussi au passage. Et donc, effectivement, l'environnement réglementaire, juste une anecdote par rapport à ça, on a attribué des actions gratuites aux managers clés, dont bien sûr la DAF, il y a 2 mois, et puis 2-3 autres. Et je m'aperçois aujourd'hui, ce matin, qu'il va falloir que je revoie mon discours et que je leur réexplique
comment vont fonctionner leurs actions gratuites. Voilà, je préfère commencer par une anecdote parce qu'elle me semble très importante. Mais est-ce que vous aussi, vous partagez le point de vue de ces DAF qui ont été interrogés dans le cadre du baromètre? Vous parleriez d'un environnement jugé massivement défavorable? Non, il n'est pas massivement défavorable, il est complexe, il prend du temps, il demande de se faire aider, il demande beaucoup de contrôle, beaucoup d'énergie pour essayer de comprendre, mais je ne l'ai pas vu se dégrader beaucoup en 5 ans. Alors on va se tourner effectivement vers votre collaboratrice, votre DAF, Anne Samac de la CERDA. On a vu dans le baromètre que la priorité des DAF est encore aujourd'hui la trésorerie. Est-ce que c'est ça, votre quotidien, votre priorité? C'est encore avant tout un métier de gestion et de contrôle, avant que d'être un métier de créativité, comme l'évoquait Jérôme Haas? Je ne sais pas si c'est avant tout, mais enfin, c'est quand même le cœur du métier. Donc, si le cash ne rentre pas, on n'a quand même pas fait son boulot. Cash is king. Cash is king. J'ai fait un petit passage par Vivendi, donc je le sais bien. On voit ce que vous voulez dire. Donc oui, l'amélioration du BFR, ça a toujours été une de mes priorités fortes, et ça le reste aujourd'hui. Après, je pense que pour faire grandir l'entreprise et pour être un acteur clé pour accompagner le développement de l'entreprise, il faut savoir aussi, au-delà de sortir des chiffres, et c'est les bases, on va dire, pouvoir anticiper aussi un petit peu la croissance et le développement de l'entreprise. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire en binôme chez leguide.com, anticiper le développement. Donc ça a été sur le BFR, le nombre de clients, la croissance du chiffre d'affaires qui a été à 2 chiffres depuis 5 ans chez nous. Il faut adapter l'organisation pour que le BFR reste bon. Ça a été aussi organiser les ressources humaines. Dans une PME, quand on arrive et qu'il y avait 50 salariés, il n'y a pas de direction des ressources humaines, il n'y a pas de direction du contrôle de gestion ou autre. Donc il a fallu adapter et ça en anticipation pour que tous les collaborateurs puissent grandir avec l'entreprise. Et puis ça a été aussi anticiper tous les projets de croissance et de croissance externe. On a pu faire deux belles acquisitions sur 4 ans. Donc on a dû anticiper aussi les besoins de financement de l'entreprise en faisant à la fois appel au marché, puisque nous avons la chance, on va dire, d'être cotés en bourse, et à la fois aussi aux banquiers, donc avec la dette bancaire, donc anticiper avant de faire. C'est-à-dire que votre métier aujourd'hui, c'est un diptyque, d'abord priorité à la consolidation de l'existant, et ensuite faciliter des opérations de croissance, comme des opérations de croissance externe que vous venez de nous évoquer. On est toujours en train de naviguer entre ces deux impératifs. On est tout le temps en train de naviguer entre effectivement un pilotage le plus fin possible et le plus rapide possible, parce que le monde va vite, et en particulier sur notre secteur du e-commerce, ça va très vite. Donc être là pour donner les outils et les moyens aux décideurs de décider, mais aussi anticiper et d'être un vrai partenaire pour donner les moyens à l'entreprise d'implémenter sa stratégie, tout simplement. Michel Léger, on est là sur le double socle de la fonction aujourd'hui, vraiment? Ah oui, complètement. Et je crois que le socle de base est toujours là, mais qu'il y a tout un tas de nouvelles demandes et de nouvelles compétences qui se sont ajoutées pour faire aujourd'hui du métier de DAF un métier extraordinairement complet. Béatrice Gestin, c'est ça qui renforce effectivement, qui nous conduit à cette dimension stratégique que l'on retrouve, ce rôle stratégique de l'entreprise et ce rôle de copilote du dirigeant d'entreprise qui est évoqué entre autres dans le baromètre? Oui, tout à fait. Et je pense que les dirigeants d'entreprise n'ont pas non plus la disponibilité nécessaire pour se tenir informés de tout au jour le jour. Ils ont vraiment besoin de personnes à leur côté qui soient capables de leur donner au bon moment les bonnes informations. Et je pense que Madame, on a eu l'occasion d'échanger sur ce point tout à l'heure, disait que c'est un atout essentiel pour un responsable, pour un PDG, d'avoir à ses côtés quelqu'un qui donne des informations dont on sait qu'elles sont fiables. Et cette dimension de créativité qu'évoquait tout à l'heure Jérôme Haas, Corinne Samac, vous l'intégrez dans votre fonctionnement quotidien? Et ensuite, on reviendra vers vous, Jérôme Haas. Soit Corinne, soit Samac. Corinne, pardonnez-moi. Agnès Bricard me souffle qu'il ne s'agit pas de créativité comptable. Donc Anne Samac, pardon. Et ensuite Corinne Lebovitz, justement. C'est le binôme qui est indissociable. Je le fusionne carrément. Anne. La créativité... Je pense pas que ça soit... Je crois que vous avez déjà répondu.
au cœur de nos préoccupations. C'est vraiment trouver les meilleurs leviers pour accompagner l'entreprise. Après, la créativité, nous ne sommes pas, je ne suis pas une suiveuse de tendance de financement. On nous a proposé toutes sortes de montages absolument formidables qu'on a laissé de côté pour faire des choses plus classiques et encore une fois qui puissent aider l'entreprise sur le long terme. Corinne, sur ces questions. Montage financier qu'on ne comprend pas ni l'une ni l'autre est refusé par moi. Si au bout de 2 heures on n'a pas compris, disons 3, eh ben on dit non. On passe peut-être à côté d'opportunités, mais dans une PME, les montages simples sont quand même, je pense, à prioriser. Jérôme, justement sur cette limite de la créativité, le montage simple et fiable. Non, mais on a des règles internationales, encore une fois, qui ont été faites pour des pays dans lesquels 3/4 des financements sont faits par les marchés, moins d'1/4 par les banques. Et on est un pays dans lequel plus de 3/4 des financements sont faits par les banques et le reste par les marchés. Donc il va bien falloir trouver des solutions. Quand je dis créativité, ça ne veut pas dire inventer des trucs incompréhensibles, je suis d'accord avec vous. Et moi-même, ayant été aussi dans des fonctions où j'étais du côté des financiers de l'État, je sais ce que c'est que de devoir refuser des propositions qu'on vous fait pour ne pas se transformer la France en Grèce. Et donc je comprends bien ce dont il s'agit. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'à un moment donné, il y aura, et même tout à l'heure Bertrand Badré l'a dit, il y aura besoin d'aller chercher des financements. Et il y aura besoin de probablement innover. Caroline Weber évoquait des formules d'emprunt obligataire groupé, des choses. Enfin, il y a des tas de choses comme cela. Mais je vois bien qu'il se dessine quelque chose comme une espèce de jardin à la française, au fond, dans lequel il y a le cash pour le directeur financier et puis les nouvelles opérations. Il y a le patron de l'entreprise qui joue son rôle de stratège. Il y a les conseils autour. Agnès Bricard l'a dit, notamment les professionnels du chiffre, c'est évident. Et puis, il y a besoin quand même de cette fonction, j'y insiste beaucoup, et je vois bien qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine, et donc on ne peut pas forcément faire un métier qui n'est pas le sien, mais il est important quand même qu'on arrive, nous, à extraire de la vraie vie, comme dit Caroline Weber, des enseignements, et surtout que la voix de la vraie vie se fasse entendre, parce que sinon, on fait des propositions, mais qui manquent du poids et de cette légitimité que donne la voix de la vraie vie. Et dans le domaine financier, des réglementations financières, c'est les DAF qui l'ont. Alors il y a Caroline Weber, qui elle aussi fait plus que son travail, et qui donc heureusement vient avec moi dire à l'IASB, nous les avons même fait venir à Paris pour leur dire ce qu'on pensait. On imagine très bien, disons des choses à on leur dit franchement les choses, on leur dit c'est compliqué, ça va pas, ils nous disent oui d'accord on sait, et on en est toujours là, donc on se bat, et ce que je veux simplement dire, et j'entends le message, c'est que ça n'est pas une fonction classique du DAF, mais je soumets un peu respectueusement que c'est une corde à votre arc supplémentaire et qu'il faut, je termine par ce qu'a dit Philippe Brady tout à l'heure, le faire en réseau, le faire collectif. Pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas forts, nous aurons les règles que nous méritons. Les règles globales qui nous viendront seront des règles que nous n'aurons pas négocié véritablement à partir de nos intérêts. Les Chinois, les Américains, ils l'ont tous compris. Et les entreprises moyennes à l'intérieur de ces pays se font entendre. Il faut absolument que tout le monde se fasse entendre pour qu'on ait les règles qui nous conviennent et qu'on ait des positions françaises, unies, fortes, efficaces. C'est ça ce que j'essaye de dire, et je pense que c'est un intérêt collectif, un intérêt général. Corinne Lebovitz, sur votre vision justement du jardin à la française, sur le rôle stratégique du DAF, dans la réflexion aussi sur l'intégration des nouvelles technologies, la réflexion stratégique, sur le dialogue avec les autres membres du top management, comme la DRH, comment est-ce que ça se passe chez leguide.com ? Alors, je crois que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, à peu près. Donc, au fur et à mesure qu'il y a une forme de... Je pense que je peux même employer le mot de complicité professionnelle qui s'est établie, ce qui fait que cette image de copilote, on n'est pas des grands amateurs de trucs de Ferrari, etc., moi, mais copilote, ça fonctionne quand même. Vous pouvez choisir le mode de locomotion que vous voulez. Donc copilote, ça fonctionne. Un tandem à bicyclette, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que dans une entreprise, je pense que le binôme n'est pas une bonne chose et qu'à 3, c'est mieux. Parce qu'il y a plus d'échanges, il y a plus de challenge, il y a plus d'engueulade. Et le troisième, c'est qui ? Et donc le troisième, il est avec nous depuis 1 an et demi maintenant. C'est un homme, parité bientôt respectée, et c'est le directeur des opérations. C'est-à-dire qu'il y a la vision et la décision, c'est moi qui l'incarne. Les chiffres, la réalité, le reporting, c'est évidemment Anne.
Et puis, ce qui se passe, que pensent les clients, comment avancent les projets. Et nous, on est dans l'Internet, hein, donc les projets, le produit, c'est la clé, il n'y en a pas d'autre. Oui, c'est de la mobilité permanente. C'est de la mobilité permanente et c'est des réunions où il y a 3 points de vue. Et je pense que malgré tout ce que vous venez tous de dire sur le rôle central des DAF, s'il n'y a pas un homme des opérations ou une femme des opérations ou du marketing selon le métier en plus, ça me semble un petit peu juste de fonctionner en binôme. Anne, est-ce que vous pensiez travailler ainsi au sein d'un trio, effectivement, de pilotage d'une entreprise, lorsque vous avez commencé dans cette carrière de DAF? Non, mais en même temps, effectivement, la complicité avec le dirigeant est quand même très, très clé. Donc, ça a été un point clé pour moi dans mon expérience personnelle. Et c'est vrai que le trio est un mode de fonctionnement qui permet de plus se challenger entre nous, donc qui nous fait beaucoup avancer. Pour revenir, effectivement, pour terminer peut-être sur cette dimension d'empathie avec le reste de la communauté, on voit que dans le baromètre, que les DAF qui ont été interrogés sont confiants dans l'avenir de leur entreprise, ils sont aussi heureux d'occuper leur poste. Est-ce que, pour rebondir sur l'une des dernières questions qui ont été posées aux personnes sondées, vous conseilleriez ce job à un jeune diplômé ? Alors, je ne vais pas être très originale, mais effectivement, mais terminons sur une note positive. Je le conseillerais. Voilà, je suis très positive sur le métier, avec 2 réserves quand même. Le cœur du métier, on l'a dit tout à l'heure, c'est le cash, c'est le reporting, c'est le chiffre. Donc, il ne faut pas avoir peur du côté un peu rébarbatif du métier, disons-le. Et puis aussi la pression. Beaucoup de pression, je pense, sur ce métier. Donc, il faut en avoir envie. Notamment pour une PME cotée en bourse, c'est beaucoup de pression. En même temps, c'est passionnant. Et encore une fois, dans une PME, le rôle de DAF est forcément au cœur, très proche de la direction générale, et au cœur de la stratégie. Et on jongle au quotidien entre l'anticipation, de la stratégie et des problématiques très quotidiennes, très concrètes qui, pour moi, font la richesse du métier et le rendent passionnant. Merci pour ce témoignage. Merci à toutes et tous, effectivement, pour vos analyses, vos conseils. Merci à vous, mesdames et messieurs, de votre attention. Et je vous souhaite une excellente suite de cette journée avec un programme de conférences, comme vous avez pu le juger, pléthorique. Merci, chère Agnès, de votre participation.